Moi, j'arrive en Afghanistan début juillet. On part avec un régiment quasiment complet, 3 compagnies de combat et un état-major. Au moment où j'enlève le sac, en fait, je prends une balle qui traverse ma musette, mon sac à dos. Le gars prenait une visée 10 cm plus à gauche. J'apprenais dans la colonne vertébrale. Donc, j'étais ou paraplégique ou mort, quoi. Le calibre, c'est du 14,5. C'est des balles qui sont grandes comme ça et grosses comme ça. Et en fait, je prends la première impact au niveau de la tête, mais qui tape sur la porte du véhicule. Je retrouve un copain qui a été égorgé, un autre qui a été complètement lapidé, tué à coups de pierre et qui était en slip. Quand l'armée, effectivement, a compris qu'il y avait des soldats français qui étaient en train de vivre comme ça, c'est plus possible. Et à un moment donné, ces gars-là, il faut les prendre en charge parce qu'ils peuvent devenir dangereux. D'abord pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Bonjour Mayol, Bonjour Michel. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez servi au 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine pendant plusieurs années avant de travailler dans la sécurité privée à l'étranger. Vous venez de publier La Voix du soldat aux éditions Mareuil, un livre dans lequel vous racontez les combats de l'embuscade d'Ouzbine en Afghanistan qui a coûté la vie à 10 militaires français et dans lequel vous témoignez aussi de la façon dont vous avez surmonté le syndrome post-traumatique qui vous a frappé après l'embuscade. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a amené à vous engager dans l'armée? Alors, moi, ce qui m'a amené à m'engager, c'est dès le plus jeune âge, déjà, je vivais à la campagne avec mes frères et sœurs, mes parents. Donc, je suis tombé très vite amoureux de la nature et donc un peu de l'aventure, parce que je passais ma vie dans les bois à construire des cabanes, à essayer d'aller pêcher, d'aller faire un semblant de chasse. Avec ce que j'avais, à l'âge que j'avais avec mes frères. Donc je suis très vite tombé amoureux de la nature et j'ai développé ça avec mon adolescence. J'ai longuement hésité à rentrer à l'Office national des forêts, à l'ONF, qui était lié donc à ma passion, donc la nature, et l'armée. Pour autant, je n'avais pas du tout de famille de militaires, mais quand même, je suis né à Saumur, qui est une ville de garnison. Et donc, moi j'ai un père ma mère était mère au foyer, mon père journaliste, mais couvrait beaucoup d'événements militaires à l'époque. Il a fait ça d'ailleurs toute sa carrière. Et donc j'avais quand même souvent des militaires à la maison, je voyais souvent des militaires passer. Je pense que ça a un peu suscité quand même la vocation. Et j'ai aussi un grand-père maternel qui s'est battu avec le 152e régiment de Colmar, régiment d'infanterie, qui a fait la fin de la campagne de la Seconde Guerre mondiale, qui est allé jusqu'en Allemagne, qui a fait toute la campagne d'Alsace-Lorraine. Donc j'ai été très vite, en parallèle de l'amour de la nature, assez fan d'histoire. Et mon père, qui était un grand lecteur, avait une grande bibliothèque où je piquais ses livres, parfois en cachette, parce qu'il y avait des livres qui n'étaient pas forcément faits pour mon âge, mais je les piquais quand même. Et du coup, j'ai un peu grandi dans l'histoire de nos grands anciens, Bijard, Reilly de Saint-Marc, sur la guerre d'Indochine, l'Algérie. Et puis, forcément passionné par l'histoire de mon grand-père. Je me suis aussi passionné donc, par la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, tout ça a un petit peu mûri, et puis j'ai fait finalement un peu un tableau à double entrée où j'ai pesé le pour et le contre, armée, pas armée, ONF, pas ONF, et finalement mon cœur a balancé pour l'armée, et du coup je me suis engagé le 1er février 2005 au 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Castres. Alors j'ai lu qu'on appelait d'ailleurs le 8e RPIMA le régiment des voleurs de poules. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est une légende, mais pas totalement. Qu'effectivement, il y a une rumeur qui court que alors ça date, je crois que c'est de l'Algérie, du Tchad, j'étais pas encore né, mais qu'effectivement les paras avaient pas toujours grand chose, parce que c'est une vie qui est assez rustique. Quand on part en mission, on saute en parachute, donc on peut pas partir avec toute sa maison, et que effectivement quand ils passaient dans certains villages et qu'ils n'avaient pas grand chose à manger, ils allaient piquer des poules dans les poulaillers des villageois pour pouvoir se nourrir. Et donc c'est resté, et on a surnommé les paras du 8 les voleurs de poules. D'accord. Alors vous intégrez, vous l'avez dit, le 8e RPIMA en février 2005, vous avez 19 ans à l'époque, vous
Comment se passe ce qu'on appelle les classes à ce moment-là, c'est-à-dire votre formation Elles sont rudes. Alors déjà, Castres, c'est dans une cuvette. Et donc pour 1er février, il fait vraiment froid. Il y a beaucoup de vent. Et effectivement, j'ai sûr que j'aurais préféré les faire au printemps. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Parce que là, vous Et sortez du lycée, en fait, et vous êtes tout de suite... moi, je passe mon bac en 2004 et j'intègre en 2005. Donc, je fais des petits jobs entre-temps. Je profite de mes vacances d'été de 2004. Ensuite, mes parents déménagent. Je reste un petit peu chez mes parents. Je profite un peu de mes amis, de ma famille, parce que je savais que je pouvais partir un peu au claquement de doigts. Et donc, j'intègre assez vite. Donc, je passe mon bac en juin. Je vais au rattrapage en juillet. Voilà, il se passe quelques mois et ensuite j'intègre, hein. Donc, c'est un changement de monde, hein, qui est totalement radical, hein. Je passe d'un cocon familial, 6 enfants, des parents qui ont toujours été là, une famille très unie, où j'ai manqué de rien, hein, clairement, je me sens complètement privilégié, à une vie totalement différente. J'arrive là-bas, on vient de milieux sociaux complètement différents, avec pas tous du coup la même éducation, on n'a pas tout eu la même enfance, il y en a qui ont eu des enfances très compliquées, c'est un peu un choc des cultures, mais qui se passe plutôt bien entre nous. Alors au début c'est beaucoup d'engueulades, hein, parce que les classes déjà, c'est 6 mois, je fais 6 mois de classe, qui sont rudes, hein, avec un encadrement qui est très rude avec nous, mais qui reste pour autant mesuré, hein. C'est pas n'importe quoi non plus. Je crois que vous dites qu'une des premières choses que les instructeurs vous ont dit en arrivant, c'est on va faire de vous des tueurs. Oui, bon, j'avais un encadrement qui était fan de Full Metal Jacket, donc à chaque fois, c'était un peu lourd d'ailleurs au bout d'un moment, mais surtout quand on est fatigué, mais à chaque fois ils prenaient des répliques de Full Metal Jacket, ça vient pas d'eux, mais et effectivement, quand on est arrivé le premier jour au régiment, encore habillé en civil, certains avec des cheveux jusqu'aux avant-bras, bon, c'est pareil, c'est marrant, des mecs en parabouche jean, d'autres en baggy, il y a un Tahitien, je me rappelle, qui arrivait de Tati la veille. Lui, c'est pareil, c'était quand même assez incroyable comme choc de culture aussi. Et du coup, le chef nous rassemble dans le couloir et nous dit: Ok les gars, maintenant vous êtes plus chez papa-maman, c'est terminé, on va vous déconstruire pour vous reconstruire, et on va faire de vous des tueurs. Et là, on a 19 ans, on se regarde tous un peu dans le blanc des yeux, on s'est dit: Oula, ça veut dire quoi? Et du coup, et donc effectivement, la première nuit, avant de faire de nous des tueurs, il faut apprendre à être militaire, et c'est d'abord savoir repasser et savoir faire son lit. Donc on passera notre nuit à apprendre, on prend des cours de repassage, et on apprend à faire notre lit, et effectivement à chaque fois, le lit ça va jamais. Ça c'est pour nous faire croquer, la préparation mentale, nous faire craquer, pardon, la préparation mentale commence à cet instant-là. Moi, je peux vous assurer que mon lit était bien fait, mais il n'était jamais bien fait. Et donc, du coup, j'ai dû refaire, je pense, une 30 ou 40 fois mon lit dans la nuit, repasser une trentaine de fois mon treillis. Et donc, voilà. Et puis ça, donc là, il commençait à nous instaurer, nous fatiguer. Et puis, c'est aussi pour voir un petit peu, pour eux, qui sont ceux qui ont le sens du collectif. Parce que quand il y a un copain qui craque, est-ce qu'on va d'instinct aller lui filer un coup de main, ou on va le laisser se débrouiller tout seul? Et en fait, quand on est dans la fatigue, en fait, c'est très révélateur d'une personnalité. Quand on est vraiment à bout, et ça se verra plus tard dans les classes, hein, il y a une sélection naturelle pendant les classes qui a été, par définition naturelle, hein, les plus faibles, c'est assez violent ce que je veux dire, mais les plus faibles partent, les plus solides restent. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on écrase les plus faibles. Et vous étiez combien, justement, en arrivant pour commencer les classes, et combien à la sortie Alors, j'ai plus tout à fait le chiffre exact, mais je crois qu'on commence à une cinquantaine, et on va finir à une vingtaine. D'accord, donc il y a quand même une grosse sélection. Grosse sélection, parce que déjà, les 6 mois de classe, c'est long, on n'a pas nos téléphones, on ne peut pas sortir,
Nous, notre première permission, c'était une journée au bout de 2 mois. Et on passe notre vie sur le terrain, à dormir dans des fossés, à apprendre à être militaire, donc apprendre à tirer, apprendre la rigueur, apprendre la discipline, apprendre les champs, apprendre à être soldat. Et donc, c'est un travail de longue haleine, hein. Alors, moi, je sais que les classes ont été effectivement très difficiles, hein. Il y a plein de moments où je me suis demandé ce que je faisais là, et il y a plein de moments où j'ai craqué, où j'ai eu envie de partir, mais c'est ça qui est super, et c'est comme ça que les chefs ont instauré la cohésion. C'est qu'à un moment donné, on craque tous à des moments différents, ce qui est pas plus mal d'ailleurs, parce que si moi je craque, je sais que le copain, lui, qui est solide à ce moment-là, va me soutenir. Et je sais que demain, la semaine prochaine, si c'est lui qui craque, c'est moi qui le soutiendrai. Et c'est comme ça qu'on instaure une cohésion. Et c'est dans la difficulté qu'on instaure une vraie cohésion. Mais effectivement, il y en a, même si on les pousse à aller jusqu'au bout de leur engagement, du coup, ils ne tiennent pas et du coup, ils démissionnent et ils s'en vont. À quoi ressemble par exemple une journée type de formation? Ça se passe comment? Ça dépend ce que l'encadrement a prévu. En général, c'est un lever très tôt le matin. C'est le petit déjeuner rapide. Ensuite, c'est le sport. On fait du sport tous les matins. Et ensuite, si c'est une journée où il est prévu qu'on reste dans le régiment, c'est donc une journée d'instruction, donc on est en salle de cours toute la journée. On fait des cours sur le renseignement, on fait des cours de radiographie, on apprend à servir d'une radio, on fait du démontage, remontage d'armement, on fait des cours sanitaires, donc apprendre à poser un garrot, voilà, ce genre de choses. Et après, si c'est une journée type terrain, là, on ne va pas au rapport le matin, on va directement, on part à 3-4 heures du matin, on perçoit nos armes au régiment, nos sacs sont prêts déjà la veille, et on part sur le terrain toute la journée. En général, quand on part sur le terrain, c'est jamais pour une journée, c'est souvent pour 2, 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est rare qu'on parte le matin et qu'on rentre le soir dormir bien chaudement, bien confortablement dans nos lits. Ça m'est arrivé assez rarement quand même de dormir dans mon lit pendant 6 mois. Ouais. Alors vous racontez aussi d'ailleurs à la fin de vos classes l'épreuve de coxage que vous avez subie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Le coxage, c'est en gros, pour l'encadrement, c'est pour nous montrer comment on pourrait vivre les choses, qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais un jour on était pris par l'ennemi, et vivant. Capturé en mission? Capturé par l'ennemi en mission, voilà, en opération type Afghanistan, se faire attraper par les talibans. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement nous arriver? Mais c'est pour toucher de très loin, hein. Ils essayent de faire au plus proche de la réalité, mais évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. On est quand même à l'entraînement, ça doit rester quand même mesuré. Mais ils vont pousser quand même les choses du plus qui peuvent pour nous repousser dans leur tranchement et qu'on puisse prendre conscience de ce qu'on pourrait vivre à minima, je dis bien à minima, si on était pris par l'ennemi. Donc en gros, moi, mon coxage, il consistait on partait en binôme dans la forêt. On avait une maison qui appartenait au régiment, en plein milieu du terrain militaire, qui était en pleine forêt. On devait partir faire une marche. Et notre mission, c'était de prendre contact avec un partisan, ce qu'on appelle un partisan, quelques kilomètres plus loin, qui allait nous donner d'autres informations pour pouvoir aller rejoindre un autre point, et ainsi de suite. Et donc l'idée, c'était de partir juste avec une arme et un sac à dos, avec des vivres pour 24 heures. On connaissait pas, on n'avait pas de notion de temps, on ne savait pas combien de temps la mission allait durer, et vraiment où est-ce qu'elle allait aboutir. Et donc on est parti, et quelques kilomètres plus tard, on s'est fait attraper par notre encadrement en pleine nuit dans un petit layon. Et là, on a été bâillonnés, on a eu des sacs à toile de jute posés sur la tête pour nous désorienter d'abord. Et c'est ce qui se passe dans la vraie vie, hein. On désoriente d'abord le mec. Et on lui fait perdre la notion du temps. On lui fait perdre la notion du temps et de l'espace. Et là, ils ont fait venir des chiens. Et là, ça a commencé à ce moment-là. Où moi je me rappelle qu'ils avaient mis une espèce de mousse autour de mon avant-bras, là, un truc avec lequel ils travaillent, là, l'équipe cynophile. Et ils avaient lâché le chien sur moi, mais j'étais à genoux, et le mec, au dernier moment, m'enlève le sac à toile de jute, et me dit « Regarde ton bras, regarde ton bras ». Et en fait, je vois le Malinois me sauter dessus, et en fait, commencer à mordre l'espèce de mousse là, que j'avais autour du bras, mais en fait, ça fait quand même mal, et puis c'est surtout très impressionnant,
d'avoir un malinois, en plus quand on est à genoux, à hauteur de son museau, là, de sa gueule. Et voilà, et lui, il y a un encadrant qui éclaire le bras, et en fait on est focalisé sur le bras, donc ça tétanise énormément. On ne sait pas trop quoi faire, on n'ose pas trop bouger. Et voilà, bon, ça s'arrête, et ensuite il nous met dans des camions, il nous ramène, donc on passe un par un comme ça. Il nous ramène dans la baraque dans laquelle on était, là, ça s'appelle la baraque du Chinois. C'est une vieille tradition du régiment. Et là, il nous allonge par terre dans une cave. Et en gros, un par un, ils nous récupèrent. Et on passe un interrogatoire, ce qui est évidemment allait arriver pendant un coxage, où là, on est assis sur une chaise, ils nous balancent un seau d'eau dans la figure, ils nous éclairent avec un gros spot de chasse. Et en gros, ils nous demandent ce qu'on fait là. Et là, en fait, eux, ça va leur permettre de voir est-ce qu'on arrive à rester lucide, est-ce qu'on a pris le temps de s'inventer une légende pour pas bégayer entre guillemets devant l'ennemi, donner trop d'informations, etc. Donc tout ça, c'est pareil, tout ça c'est mesuré, ça paraît violent expliqué comme ça, mais ça reste quand même mesuré. Et voilà, donc moi je sais que moi je m'étais inventé une légende et j'avais dit que je faisais le pied pour partir à la chasse, et que c'est parce qu'ils m'ont demandé pourquoi j'étais en treillis, mais en fait la plupart des chasseurs sont en treillis, donc ça restait cohérent. Et de toute façon, j'avais dit que pour l'arme, il m'en avait pas trop parlé. J'avais dit que j'avais récupéré ça de mon grand-père. Enfin bon, j'avais magouillé un truc, mais j'avais surtout dit que je faisais le pied le matin très tôt pour la chasse qui allait avoir lieu dans le secteur dans la journée. Bon, je pense qu'ils n'ont pas cru du tout. Et c'est un interrogatoire qui dure peut-être à peu près 10 minutes. Bon, c'est très long. Et ensuite, on est mis dans une autre pièce. Et on passe un par un, on est allongé dans une pièce. Et là, en fait, ils avaient laissé la porte qui donnait vers l'extérieur ouverte. Pareil, pour voir un petit peu nos réactions. Est-ce qu'il y a des esprits, il y a des mecs qui ont des esprits leaders, d'autres pas, d'autres qui sont tétanisés, est-ce qu'ils vont bouger, est-ce qu'ils vont pas bouger, est-ce qu'ils vont suivre ça permet de révéler pas mal de choses dans une personnalité quand on vit des choses comme ça. Et là, effectivement, on était quelques-uns moi, je sais que j'ai demandé à un copain de savoir si la porte était ouverte. Et effectivement, elle était ouverte, mais c'était fait exprès par l'encadrement. Et du coup, on s'est vite barré, on s'est évadé. Parce que la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de s'évader. En tout cas, de tout faire pour s'évader, bien évidemment. Mais de manière intelligente, pas faire n'importe quoi. Et donc, on s'est évadé. On est parti, on a couru en pleine forêt, on était pieds nus. Hein, en pleine forêt, en plein hiver. On a fait quelques kilomètres dans la forêt. Et on allait se cacher sur le pas de tir. Et là, je me rappelle que quelques heures après, il y a un camion qui est venu pour nous dire, voilà, les gars, l'exercice est terminé, c'est fini, vous pouvez sortir. Et en fait, on était tellement tétanisés, on avait tellement peur que ça continue toute la nuit, on s'était armés. Mais la cohésion, c'est aussi instauré comme ça. Ok, les gars, on va se soutenir, on va s'entraider. Ok, prenez des pierres, prenez des bouts de bois, et s'ils s'approchent, on se défendra. Bon, il nous a fait comprendre que c'était vraiment terminé. Du coup, l'exercice s'est terminé là, il y a eu un gros débriefing. Et après, on a eu la chance de rentrer au régiment et de dormir dans nos lits, et ça, c'était extraordinaire. Après vos classes, d'ailleurs, vous poursuivez votre formation, vous passez notamment votre brevet de parachutiste, vous effectuez aussi des spécialisations, et je crois que vous faites aussi des stages commando, notamment, alors vous parlez d'un stage commando dans le livre que vous avez fait un petit peu plus tard au Gabon, sur la presqu'île de Manji. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? Alors déjà, là, pendant les classes 8, il y a le 8, un stage commando. Donc déjà, on avait fait un stage commando à la fin des classes, suivi de la marche pour les fourragères qui dure pour avoir sa fourragère, c'est les décorations du régiment. Et le stage commando dure à peu près une semaine. Et ensuite, on a 3 jours de marche, où en gros, c'est une synthèse de tout ce qu'on a vu pendant le stage commando. À l'issue de cette synthèse-là, de cette marche des fourragères, on a la remise des fourragères, et c'est ce qui marque la fin des classes. Ensuite, effectivement, je suis parti au Gabon. Et au Gabon, on a en forêt équatoriale, donc dans la jungle gabonaise, l'armée française a un stage commando. Et donc, effectivement, j'ai fait le stage commando qui dure à peu près 2 semaines, où on est en forêt, on est autonome. Alors, pareil, on apprend plein de choses. On apprend à évoluer dans la jungle, qui est un milieu totalement différent de notre milieu à nous en France. La faune, la flore. L'humidité aussi, l'humidité, monter un bivouac, on ne monte pas un bivouac de la même manière qu'on le monte en France. Et à l'issue de ces 2 semaines de stage commando, on a une semaine de synthèse, pareil. On est mis en place par saut, donc on saute en parachute au-dessus de la jungle.
Et là, on part en groupe avec un fusil à pompe, donc une arme. Nous, on n'est pas armés, on part avec un fusil à pompe, un peu d'eau. Et là, on a un parcours à faire en jungle pendant une semaine où on va aller trouver des points d'eau, monter nos bivouacs, chasser pour manger. Où là, on est vraiment, on est autonome, on est en autonomie complète. Et que c'est violent. Sauf que le Gabon, il y a quand même 90% d'humidité. Donc en fait, on ne dort pas. Il y a la faune, il y a les serpents, il y a les araignées. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est complètement un autre monde. Mais moi, alors là, on est en plein dans l'aventure. Hein, complètement. Là, je pense qu'on ne peut pas faire plus. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai perdu des kilos, ce qui ne m'a pas fait de mal, mais j'ai beaucoup aimé. Vous avez perdu combien de kilos pendant le stage, par exemple? Je pense que j'ai perdu, en 3 semaines, j'ai dû perdre 4-5 kilos. Ouais. Avec l'humidité, les efforts? Ouais, et puis on ne mange pas beaucoup, on a un peu de ration. Qui nous reste, on a quelques barres des pains de guerre. Et puis sinon, on va chasser, hein, on va chasser le singe. Mais le singe, on va le manger à 10. Du serpent, on va manger du serpent, on va manger du porc-épic. Vous avez un fusil à pompe pour 10 pour chasser? Ouais. Et quelques rations éventuellement? Et quelques rations, voilà, mais la ration, c'est 24 heures. Hein. Donc ça prend pas toute la semaine, quoi. Et on peut pas sauter avec 15 rations. Donc et puis l'idée, c'est de nous apprendre à nous débrouiller en jungle. Donc en fait, si c'est pour partir avec nos maisons, ça n'a plus vraiment de sens, quoi. Et vous dites aussi d'ailleurs que dans la jungle, il fallait faire très attention aux insectes. Ouais, il faut faire très attention aux insectes. L'anecdote que je raconte dans mon livre, là, c'est on monte un bivouac. Donc le bivouac en jungle, on apprend surtout à déblayer tout ce qui est autour de nous. Donc on se fait des balais avec de la ficelle, des feuilles, des branchages de bananiers, de palmiers, enfin tout ce qu'on peut trouver. Et on monte un hamac. De toute façon, c'est toujours un hamac. Hein. On dort jamais à même le sol. C'est beaucoup trop dangereux. Donc on se surélève toujours du sol. Et on doit aussi tout surélever. Et notamment nos chaussures, parce qu'on ne dort pas habillé, en tout cas pas avec nos chaussures. Et donc, on plante des piquets, on taille des piquets qu'on plante au sol. On met nos chaussures à l'envers, qu'on retourne pour qu'ils soient en hauteur. Et il y a des petites bidouilles, notamment une parmi tant d'autres, mais mettre de la mousse à raser sur les cordes du hamac et sur les branches sur lesquelles on met les chaussures. Et en fait, la mousse à raser, ça empêche en partie, pas totalement, mais en tout cas en grande partie, que les insectes rentrent dans le hamac. Et voilà, parce que c'est un produit, la mousse à raser, c'est un peu chimique. Enfin, c'est chimique d'ailleurs. Et ça, les bestioles ne les aiment pas. Sauf que j'ai un copain qui avait, pour l'anecdote, qui n'avait pas fait ça. Et qui avait un peu la flemme parce que on était crevés. Hein. C'est épuisant de marcher en jungle, mais vraiment épuisant. On fait 5 km, 4-5 km par jour, quoi. Donc c'est très épuisant. Oui, parce qu'il y a la machette, vous devez aussi vous frayer un chemin. Ouvrir le chemin à la machette, et donc ça c'est très long. C'est pour ça qu'on fait des courtes distances. Et en fait le copain, lui, il applique pas tous les protocoles qu'on avait appris pendant le stage commando. Et effectivement, il se retrouve le matin, les yeux pas vraiment en face des trous, à prendre ses chaussures de manière instinctive et de mettre ses pieds dedans. En fait, sauf que toute la nuit, il y avait des fourmis rouges qui étaient grosses comme mon pouce, qui étaient rentrées, qui avaient envahi ses chaussures. Et en fait, quand il a mis le pied dedans, en fait, ça avait commencé à lui ronger le pied. Je ne rentre pas dans les détails, mais il n'empêche qu'il a quand même dû être évacué en hélicoptère en urgence pour être rapatrié à Libreville pour être hospitalisé, quoi. Ouais, vous dites, je crois qu'on a entendu son cri dans toute la jungle. Ah oui, on a entendu son... C'était pas Tarzan, mais on n'était pas loin. Et alors, en 2008, vous avez 22 ans, et là, vous partez en Afghanistan, où la France est présente depuis le renversement du régime des talibans en 2001. Elle participe à des missions de sécurisation et d'appui au gouvernement afghan, missions sous commandement de l'OTAN. Et au bout de quelques semaines, vous devez prêter main forte à vos camarades qui tombent dans une embuscade tendue par les talibans dans la vallée d'Ouzbin, 50aine de kilomètres au nord-est de Kaboul. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là? Donc effectivement, moi j'arrive en Afghanistan début juillet, on part avec un régiment quasiment complet, 3 compagnies de combat et un état-major. 2 compagnies de combat qui vont être à Nijrab et Tagab, qui sont des coins en Afghanistan, là, des zones en Afghanistan où ils vont être sous commandement américain.
Et moi, je vais partir sous commandement français à Tora, dans la vallée dans la région de Surobi, à l'ouest de l'Afghanistan, pas très très loin du Pakistan. Et effectivement, on va relever, nous, dans notre FOB. FOB, c'est Forward Operation Base. C'est un poste avancé en territoire taliban. On va relever, nous, les Italiens, qui étaient là depuis quelques mois. Ça tourne, parce que les soldats de la coalition, c'est plein d'armées étrangères. Donc les Italiens étaient là avant nous. Et donc on les relève et on va commencer nos patrouilles dans le mois de juillet. On va s'acclimater, rencontrer les chefs de village, etc. Donc on fait ça, hein, c'est le boulot du militaire, de reconnaître des zones et de sécuriser ensuite ces zones, qui étaient où il y avait les talibans un peu partout, quoi. Et donc effectivement, au mois d'août, le 18 août 2008, une section de ma compagnie, ayant pour indicatif Karma 2, va partir en patrouille pour reconnaître un col qui n'avait pas été reconnu encore auparavant par l'armée française, ni par les Italiens. En début de matinée, ils vont tomber dans une embuscade extrêmement violente, tendue par à peu près une centaine de talibans qui seront sur les lignes de crête, qui étaient bien préparés. Il faut savoir que moi, j'y suis allé 2 jours avant reconnaître le col, en milieu d'après-midi, avec ma section, et on a fait demi-tour parce que la nuit allait tomber, que c'était un peu trop dangereux d'aller progresser de nuit. Donc on a fait demi-tour. Ça aurait pu tout à fait être nous sur la première section ce jour-là, mais il y a quand même des choses qu'on avait vues qui étaient un peu curieuses. On avait vu des trous de combat, on avait vu des mégots de cigarettes dedans, on avait vu un chef du village, qui était soi-disant, qui s'était présenté comme un chef du village, mais qui parlait couramment anglais, dans un village au fin fond de l'Afghanistan, un mec qui parle couramment anglais, c'est quand même un peu douteux. Il y a des choses un peu curieuses, mais on avait fait remonter tout ça. Finalement, 2 jours après, le commandant décide d'envoyer une patrouille pour vraiment, mais là par contre depuis le matin, pour reconnaître tout le col et voir ce qui s'y passe derrière. Donc très grosse embuscade tendue par les talibans. Nous, 1 heure après, en tout cas très rapidement après, on se met en marche pour aller aider nos copains. Donc on partira très vite, au lieu de mettre, c'est ce que je raconte, au lieu de mettre 2 heures en véhicule pour rejoindre le col, donc dans la vallée d'Ouzbine, où il y avait eu l'embuscade, on va mettre 1 heure sans se soucier des potentiels IED qu'il peut y avoir au bord de la route. C'est un choix. Donc un IED, c'est un engin explosif en fait. Un engin explosif improvisé. Les talibans, ils sont très friands de ça. Faire sauter les véhicules. Etc. Et en fait, c'est poser de l'explosif au bord des routes et faire exploser des véhicules ou du personnel s'il est à pied. Voilà, c'est souvent bien déclenché à distance par un téléphone portable ou d'autres moyens. Voilà, donc on a décidé de faire le choix de ne pas se soucier de ça pour aller aider nos copains. C'était primordial d'aller aider nos copains. En prenant ce risque-là. On a eu la chance que les talibans n'en posent pas sur le bord de la route, c'est un miracle d'ailleurs. Parce que l'embuscade était quand même bien préméditée, mais ils n'ont pas pu ou pas penser à ça, tant mieux. Et donc on arrivera sur zone à peu près 2 heures plus tard, depuis le début de l'embuscade, qui était commencée en milieu de matinée. Donc là, très vite, nos véhicules vont être pris à partie. On va prendre des impacts de balles de partout sur les véhicules. Donc un véhicule qui est à l'arrêt, c'est un véhicule qui est mort. Ça allait se transformer en cercueil, donc le chef décide de faire débarquer tout le monde, d'aller se mettre à l'abri et de riposter, évidemment. Et donc là, pour nous, c'est baptême du feu, entrée en guerre. Et là, à ce moment-là, l'objectif de votre section, c'est d'aller finalement tirer du pétrin les hommes de la section Karma 3 qui sont pris sous le feu des talibans. Alors moi j'étais à Karma 3. Karma 2, pardon. Oui. Le but de la mission de Karma 3, donc ma section qui était la première arrivée en renfort, c'était de monter de base, c'était d'aller au pied du col et de monter dans le col. Pour permettre à Karma 2 de se désengager, combattre avec eux, éliminer les talibans. La mission est assez claire, quoi. Ça ne s'est pas passé comme prévu, c'est la guerre. Et là on n'est pas dans Call of Duty. Donc on ne peut pas faire de pause ou faire de pouce. En fait, peu avant d'arriver au village, on n'a pas réussi parce qu'on s'est fait impacter de partout sur les véhicules, donc on a dû débarquer avant le village, donc on n'a pas pu aller jusqu'au pied du col. Donc changement de mission, on part sur la droite, on monte la ligne de crête, on prend la ligne de crête et après on ratisse la ligne de crête. Donc là l'idée c'était d'éliminer les talibans jusqu'au col, donc en haut du col d'Ouzbine. Et ensuite, ça aurait permis à
déjà ça aurait soulagé Carmin 2. Il y a une section aussi du RMT, qui était aussi sous le feu, mais au pied du col. Qu'est-ce que c'est que le RMT? Le régiment de marche du Tchad, il y avait un autre régiment qui était parti avec eux, une section d'un autre régiment, et qui ont été aussi violemment pris sous le feu au pied du col. Il y avait aussi une section de force spéciale américaine qui avait dormi dans notre FOB la veille et qui sont proposés de participer à cette patrouille le lendemain. Donc il y avait aussi des forces spéciales américaines qui étaient là, donc qui étaient aussi sous le feu. Donc voilà, sauf que ça s'est encore pas passé comme prévu, parce que quand on a débarqué des véhicules et qu'on a commencé à essayer de progresser pour monter sur la ligne de crête sur le côté, on a été extrêmement violemment pris à partie. Et là, en fait, l'instinct de survie, prendre dessus, on se cache derrière des rochers. Ça impacte de partout par terre, autour des rochers, sur les rochers. Sauf que, en fait, au fur et à mesure de la journée, en fait, les impacts arrivaient de derrière. Et en fait, on comprend que là, les talibans sont en train de nous encercler. Donc, très vite, quand on comprend ça, on se rend compte de ça, très vite, on fait une demande d'appui aérien. Et donc, on va appeler les Américains, on va appeler l'aviation américaine, qui arriveront très vite, qui décolleront de Bagram, qui est la base américaine à côté de Kaboul. Ils vont d'abord déclencher 2 hélicos de chasse qui vont venir pour nous soutenir. Donc ils vont tirer des roquettes un peu partout sur la ligne de crête et un peu dans le col. Mais en faisant très attention parce que les talibans, au fur et à mesure de la journée, commençaient à descendre dans le col pour aller éliminer nos Français, donc mes camarades, mes frères d'armes, mais aussi récupérer leurs morts. Parce que par tradition, il faut qu'ils soient enterrés avant la levée du soleil, etc. C'est très important pour eux. Et eux, ils sont arrivés à cette embuscade pour mourir en martyrs. C'est-à-dire que tous les talibans qui étaient dans cette embuscade étaient tous habillés en djellaba blanche, tous. D'habitude, ils sont habillés pas n'importe comment, ils sont tous en djellaba, mais de couleurs différentes, avec des pacoles, c'est le chapeau afghan. Là, ils étaient vraiment tous en blanc, une barbe extrêmement bien taillée, des chargeurs de Kalachnikov, une Kalachnikov, ils n'avaient que ça. Et ils étaient habillés, prêts à être enterrés, pour être au cas où enterrés. Vous dites aussi d'ailleurs dans le livre que souvent ils prennent de l'opium pour finalement braver le danger, quoi. Complètement. Alors déjà, l'Afghanistan, c'est le premier fournisseur mondial de l'opium. Les talibans sont très friands. Effectivement, pour faire la guerre, ça aide. Et donc effectivement, la plupart étaient sous opium. Et du coup, donc après, il y a 2 avions de chasse qui sont arrivés américains, 2 A-10. C'est l'appellation de l'avion militaire américain. Qui ont complètement bombardé la ligne de crête, envoyé des flammes de 20 mètres sur une centaine de mètres. Et ils ont tourné une bonne partie de l'après-midi. Effectivement, on voyait de loin des taches blanches, donc c'était des talibans qui étaient en train de descendre, Kalachnikov sur l'épaule, alors que les avions étaient en train de bombarder. Et là, on s'est dit, les mecs, ou ils sont complètement tarés, ou ils sont complètement drogués. Bon, on apprendra plus tard qu'effectivement, ils étaient quand même bien drogués. Donc voilà, et en fait, ils se sont imbriqués dans la section de Carmin 2. Donc ça a rendu les choses beaucoup plus compliquées et complexes à gérer, parce que du coup, on a dû faire sortir l'aviation américaine, parce qu'on ne pouvait plus bombarder le col, parce que les talibans étaient trop imbriqués dans la section française, amis. Et donc du coup, nous, on a essayé de continuer à progresser sur la ligne de crête. Et en fait, ça a été impossible, parce que les talibans se sont rapprochés énormément de nous, et on a fini le combat à se tirer dessus à 50-70 mètres. Donc, ouais, vous dites à un moment, vous avez pensé que c'était la fin, quoi, que vous alliez mourir finalement dans la vallée d'Ouzbine. Ah oui, je l'ai pensé plus d'une fois d'ailleurs, mais en fait, dans ces moments-là, alors, il y a un moment donné, effectivement, où je l'ai pensé très fort, je l'ai tellement pensé fort que ça m'a un peu tétanisé, j'ai arrêté de combattre, alors ça a duré moins d'1 minute, mais alors, le cerveau est très complexe. Mais j'ai pris mon téléphone et je me suis dit, ok, bon là je vais mourir, je ne sortirai pas de ça, c'est impossible, je ne vois pas quelle autre issue il peut y avoir à survivre à ça, c'est impossible. À un moment donné, je vais en prendre une. Donc je prends mon téléphone et en fait, je ne sais pas pourquoi, je ne sais toujours pas d'ailleurs expliquer aujourd'hui, mais j'essaie d'appeler mes parents pour leur dire, ok, là je vais mourir, je vais vous dire au revoir. Et en gros, je voulais leur dire, je vais t'enterrer à côté de mon grand-père, avec qui j'étais très proche, etc. Et en fait, bizarrement, pourtant je ne suis pas superstitieux, moi c'est très personnel, mais je ne suis pas du tout superstitieux, bizarrement, le téléphone qui marchait très bien avant n'a pas marché. J'avais un petit appareil photo numérique là, et j'ai essayé de prendre des photos, ça n'a pas marché. Le lendemain a marché, enfin des trucs un peu incroyables. Bref, et donc très vite j'ai repris les combats. Et j'ai eu la chance de m'en sortir, parce que j'ai eu, moi, plusieurs coups
de show, si je puis dire. Ouais, vous dites à un moment qu'il y a une balle qui Exactement. traverse votre sac, je crois. Ouais, à un moment donné, en fait, moi j'étais radio, mon chef de section, et c'est ce que nous, on nous apprend dans l'armée française. En fait, on tue le radio, donc ça veut dire qu'on coupe les communications, et ça veut dire qu'on met la section en autarcie. Oui, donc les talibans en fait visaient spécifiquement à la fois le radio et puis le chef de section pour la rendre plus vulnérable. Bah, les talibans ont visé tout le monde, mais effectivement, avec mon chef de section, on a été pris parti par un sniper, parce qu'à ce moment-là, ils étaient quand même encore loin, et là, le sniper, pendant 10 minutes, en fait, il y avait des impacts qui tapaient, mais pas au même endroit que les talibans avec lesquels on était en train de combattre. Donc on comprend vite qu'on est pris parti par un sniper, sauf qu'il faut le déceler, c'est pas simple. Et effectivement, au moment où j'allais enlever mon sac pour le poser, essayer de me décaler un peu sur la droite pour aller me planquer un peu mieux derrière un rocher, puis parce qu'aussi j'en avais sur les épaules, j'avais quand même plus de 40 kilos sur le dos, il fait 42 degrés ce jour-là, hein. Donc c'est quand même violent. Au moment où j'enlève le sac, en fait, je prends une balle qui traverse ma musette, hein, mon sac à dos, qui va finir au sol, qui va traverser le sac, et j'avais une gamelle à l'intérieur, une inox, là, pour manger, et en fait que j'ai toujours d'ailleurs, et qui fait chou-fleur à la sortie. Donc ça va me projeter 3-4 mètres plus loin. Donc là, je suis totalement découvert. Donc en fait, le réflexe, instinct de survie, hein, c'est pareil, hein, on se relève et on va vite se cacher. Et c'est ce qui créera mes gros problèmes de dos plus tard, et que j'ai toujours aujourd'hui. Ou même, enfin, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Et puis quelques temps après, on va prendre donc le sniper, on arrive à trouver sa position. En fait, il tirait depuis une école qui avait été évidemment évacuée bien avant l'embuscade. Il n'y avait pas d'enfants dans l'école. Il n'y avait plus personne dans le village d'ailleurs. Et donc là, on va envoyer un missile anti-char directement dans l'école, parce que les snipers, les nôtres, n'étaient pas bien positionnés pour pouvoir le traiter. Et là, il fallait traiter le mec, l'ennemi le plus rapidement possible, parce que ça pouvait jouer une seconde. Hein. Là-bas, ça se joue une seconde. Hein. On se décale à droite, on meurt, on se décale à gauche, c'est OK, quoi. Donc il y a un gros facteur chance aussi, quoi. Donc on traite le mec avec un missile anti-char qu'on va faire souffler, où l'école va souffler. Donc là, les tirs s'arrêtent, en tout cas les tirs du sniper, la prise à partie que le sniper s'arrête. Et en fait, les combats continuent, et effectivement, je prendrai une roquette un peu plus tard qui va exploser juste devant le rocher, qui va me reprojeter en arrière, où c'est là où je vais avoir un très gros trauma sonore. J'avais des bouchons anti-bruit qui vont voler. Avec la transpiration, de toute façon, ça ne tenait plus, j'étais tout le temps en train de les remettre. Et qui va aussi commettre après un très gros trauma sonore, parce que j'ai perdu 30 décibels. Alors, maintenant, ça va, ça ne me paralyse pas dans la vie de tous les jours, mais j'ai quand même pendant 48 heures les oreilles qui ont sifflé, je peux vous dire que ça rend fou. Problème d'acouphènes aussi, choses comme ça. Les acouphènes, et puis aujourd'hui, je sais que ça ne me paralyse pas dans la vie de tous les jours, mais par contre, moi, c'est dans les aigus. C'est les aigus qui ont été impactés. Et je sais qu'un concert, par exemple, aujourd'hui, si je vais dans un concert, je ne vais plus pouvoir aller dans la fosse. Je vais devoir me mettre loin des basses, loin des enceintes, parce que sinon, ça va me donner des mal de tête, parce que je vais être obligé de quitter la salle. Ah, vous avez des séquelles encore physiques Oui, bien sûr, oui. Bon, après, j'ai appris à vivre avec ça, mais... Donc voilà, il va se passer plein de choses pendant cette embuscade, et puis en fait, à la tombée de la nuit, on décide de se désengager, parce qu'on n'arrivait pas à monter sur le col, donc on va redescendre, les véhicules vont venir nous chercher, où là, on se retrouve, on n'a plus trop de munitions, on est exténué, on n'a pas mangé, on n'a plus d'eau, on s'est battu pendant 8 heures à peu près. Et ça, vous avez d'ailleurs la notion du temps à ce moment-là, comment ça se passe? Alors, à ce moment-là, on n'a pas du tout la notion du temps. Je me rappelle d'ailleurs en avoir parlé avec mon chef de section le lendemain. Je lui ai dit, mais le temps, les combats, ça a duré 2 heures. Enfin, on est tellement dans un effet tunnel, on est tellement concentré. Il me dit, mais tu rigoles? Il me dit, ça a duré plus de 8 heures, mais non-stop, sans aucun moment de répit. Les seuls moments de répit qu'on a eu pendant ces 8 heures de combat, c'était 20 secondes, le temps que les talibans rechargent. J'appelle pas ça vraiment un moment de répit, quoi. Donc voilà, on va redescendre le col où nous on était, sur la droite, la crête, la crête qu'on n'a pas d'ailleurs réussi à atteindre. Et là, on va être ravitaillé en munitions, et c'est pareil, je raconte dans le livre, je vais devoir chercher les munitions, je cours à découvert, et au moment où je reviens à mon VAB, donc c'est mon véhicule avant blindé, c'était nos véhicules à l'époque, je prends la porte du VAB était ouverte, je pose les caisses de munitions dans le véhicule, et je prends une rafale de douchka, c'est une arme russe utilisée par les talibans. Le calibre, c'est du 14,5, c'est des balles qui sont grandes comme ça et grosses comme ça. Et en fait, je prends la première impact au niveau de la tête, mais qui tape sur la porte du véhicule, donc effectivement qui m'envoie un peu valdinguer, mais qui me sauve la vie quand même.
Donc là, mon chef de section et des camarades me tirent à l'intérieur du véhicule, on ferme la porte, et la rafale après ira continuer ses impacts sur le véhicule tout le long du véhicule. J'ai encore énormément de chance parce que si la porte avait été fermée, bon, j'avais pu peut-être c'était terminé, je ne serais pas là en train de témoigner. Donc, ouais, il y a eu plein d'histoires comme ça dans la journée. Et ensuite, voilà, on va se rapprocher du col à la tombée de la nuit. Et là, autre mission, on fait le point de qui on a, qui on n'a pas, les morts, parce qu'on avait quand même déjà eu à la radio, moi je suivis en plus en direct à la radio, ben, lui est mort, lui un tel est mort, on commence le massage cardiaque, ok, il décédera. Il y en a un qui dit bah, je vais couper ma radio, je vais être pris par l'ennemi. Donc ben, du coup on ne sait pas s'il est pris par l'ennemi. En tout cas il n'est pas là. Donc c'est très violent à vivre. Oui, parce que ça c'était vos coéquipiers de Carmin 2, mais c'était des gars de ma compagnie. Il y en avait un avec qui j'avais passé toute la soirée la veille avec lui. En plus on dormait dans des Algeco dans la FOB. Et les Algeco de Carmin 2 étaient juste en face de Carmin 3. Donc en fait on passait toute notre soirée ensemble. Et puis à la compagnie en France, ben, on se connaissait très bien. Eux étaient rentrés après moi, quelques années après. Mais il n'empêche qu'on était de la même compagnie. On était hyper soudés. On était comme des frères d'armes. Hein. Enfin, comme des frères et ensuite des frères d'armes. Et du coup, ça a été hyper violent parce qu'on a commencé à avoir nos premiers blessés. Il y avait des gars, les infirmiers, il y avait de la Légion étrangère qui était avec nous. Les parachutistes, il y avait un médecin, il y avait un infirmier, et ce qu'on appelle des auxiliaires sanitaires, qui étaient là pour prendre en charge les premiers blessés. On voyait des mecs qui étaient complètement choqués, qui faisaient des allers-retours en parlant tout seuls. C'était lunaire comme ambiance. Et surtout qu'on s'est dit, bah, en fait, il n'y a que la moitié de la section. Elle est où l'autre partie? On savait qu'il y avait des morts, donc on les a enlevés du décompte. Mais ils sont où tous? Donc là, ok, bah, deuxième mission, on va les chercher. Parce qu'on ne partira pas de ce col sans nos mecs. Et à ce moment-là, les talibans, ils sont partis, ils ont quitté la crête. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, on ne sait pas si les talibans sont partis. Enfin, on sait qu'une bonne partie des talibans sont partis parce qu'il y a beaucoup moins d'échanges de tirs. Après, c'est des tirs qui sont un peu plus sporadiques. La chance qu'on a eue, c'est que les talibans sont pas très très bien équipés, voire mal équipés, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas faire la guerre, bien loin de là d'ailleurs. Mais ils n'ont pas de système de vision nocturne, ils n'ont pas tous les systèmes qu'on a. Donc à un moment donné, quand il fait du noir, c'est compliqué, quoi. Donc il y a beaucoup moins de tirs, ça se calme, l'ambiance s'apaise un petit peu. Et donc là, deuxième mission, c'était ok, on prend la section, en tout cas 2 groupes de la section, avec quelques mecs du RMT, justement, du régiment de marche du Tchad. Et là, on monte le col et on ratisse le col de nuit. Et donc là, je vais progresser toute la nuit dans le col pour aller chercher nos blessés, nos morts et éventuellement éliminer les derniers talibans qui seraient encore sur zone. Vous dites d'ailleurs dans le livre que les talibans, généralement, ils dépouillaient les corps des soldats français pour leur prendre leurs armes et parfois aussi leurs vêtements. Oui, effectivement, on va retrouver, quand on va commencer à découvrir les premiers frères d'armes tués, ils sont tous, je crois qu'il n'y en a pas un, qui ont été dépouillés au moins leurs casques, gilets d'assaut, leurs armes bien évidemment, leurs chaussures. En fait, 90% des mecs qu'on a retrouvés étaient juste en pantalon et veste de treillis. Et là, c'est hyper choquant parce qu'effectivement, ce que je raconte dans le livre, en plus d'être morts, on leur a enlevé leur dignité. Et ça, c'est très violent à vivre, surtout quand on connaît quand on est amis avec ces gars-là, qu'on a partagé déjà beaucoup de choses, c'est hyper violent à vivre. Et ce qui est très compliqué à gérer à ce moment-là, c'est de se dire, ok, les émotions, on les met de côté, reste lucide, la mission n'est pas finie. La mission, c'est de prendre le col au petit matin pour éviter justement qu'on se retape la même journée qu'aujourd'hui, demain. Donc c'est violent parce qu'en fait, il faut laisser les corps sur place. On pète leurs plaques, on récupère. Les chefs rentrent qu'on a à Kaboul, Kaboul rend compte à Paris, etc. Donc c'est hyper violent parce que là, on voit nos copains avec qui, moi je raconte avec qui j'ai tendu mon linge le matin avant qu'ils partent en mission sur cette patrouille. Bon, voilà, maintenant je le retrouve au sol avec une balle dans la tête, une balle dans le bras.
Oui, puis d'ailleurs, en plus, à un moment, je crois que vous parlez d'un de vos camarades aussi, je crois que c'est Damien qui vous annonce le matin que sa femme vient lui dire qu'il attend un enfant. Ouais, ouais, bah, c'est de lui dont je parle. Et effectivement, j'étais en train de mettre mon linge et sa femme l'appelle, pas pour lui dire qu'elle attendait un enfant, pour lui donner le sexe de l'enfant. Et donc, en fait, j'apprends la nouvelle en même temps que lui. Donc, il y a une intimité, bon, on se connaissait déjà très bien, mais il y a une intimité en plus, en mission, qui se crée et qui a encore plus de sens que si on avait. C'est jamais entendu ça au régiment. Parce que le soir, il serait rentré chez lui, il m'aurait dit: Ah, Maël, en fait, mon fils, j'ai un fils à une fille. Mais là, ça prend plus de sens, quoi. Et, il sait qu'il va pas avoir tout de suite, il vient d'apprendre le téléphone, mais il sait qu'il peut pas avoir sa femme. Donc du coup, bah, il se confie à moi, on se prend dans les bras, je le félicite. Et en plus de ça, c'était le jour de son anniversaire. Ça, c'est quand même incroyable, parce qu'en plus, il disait à ces mecs, bon, voilà, les gars, les mecs lui disaient, bon, caporal-chef, parce qu'il était caporal-chef Damien à l'époque, voilà, ça va péter, là, pour votre anniversaire, je suis sûr que ça va péter. Ouais, bah, il y en a 8 qui reviendront pas, quand même. Ouais, me voir mort, et puis après j'ai continué ma progression dans le col. À un moment donné, j'ai cru que j'allais être tué par un piège tendu par les talibans, parce que je me prends un pied dans un fil. Mais il fait nuit, toujours pas d'eau, toujours pas de nourriture. Je viens de me taper 42 degrés, 8 heures de combat. Faut être solide quand même, enfin, sans prétention, mais il faut quand même être solide, avec 40 kilos sur le dos. Bon, avec un col qui est comme ça, voilà, faut être solide. Mais physiquement, on était prêts. Et là, je me dis, mais ça y est, je vais mourir. Encore une fois, en fait, ça s'arrête jamais, quoi. Les tirs se sont calmés, mais on peut mourir de plein d'autres manières, hein. D'ailleurs, il y avait des crevasses où on aurait pu aussi tomber de nuit, et on aurait pu tomber, c'était terminé, hein. Il y a eu aussi beaucoup de facteurs chance, hein. Bon, finalement, on découvrira que c'était pas un piège, parce qu'on va checker le bord de route pour savoir s'il n'y a pas des grenades accrochées au fil. Et finalement, on va vite comprendre qu'en fait, c'est un fil de missiles anti-chars français qui sont filoïdés. Une fois que le missile pète, le fil tombe au sol et reste au sol. Et bon, voilà, grosse frayeur. Après, je vais tomber sur un taliban, mais qui était mort. Mais le seul taliban qu'on va retrouver dans l'embuscade, c'est moi qui le retrouve. En faisant le tour du rocher, je me tombe sur une grosse tache blanche. Et en fait, je ne me rends pas compte de ce que c'est au début. Puis il y a la fatigue qui se fait sacrément ressentir, hein, à ce moment-là, hein. Je vous parle, il est 2-3 heures du mat, quoi. Et en fait, c'est un taliban qui était tué. Sauf qu'il ne fallait pas le toucher parce qu'il pouvait être piégé. On ne savait pas, il pouvait faire semblant d'être mort. Et puis dans les moments, il sort une arme ou jette une grenade. C'est pas que dans les films, hein, c'est ce qu'on nous apprend, nous, à l'armée, mais on était bien formés pour ça. Donc on ne l'a pas touché, on s'est rapproché. Moi, je lui ai jeté une pierre au loin pour savoir s'il allait bouger ou pas. J'ai un copain qui l'a braqué. Le gars n'a pas bougé. Et avec la pierre que j'ai lancée, il aurait forcément bougé. Donc voilà, puis on continue, on progresse le col. Et puis plus on progresse dans le col, plus on découvre des blessés qu'on fait rapatrier. Donc il y a une chaîne qui se crée avec des gars qui étaient au pied du village, qui montent les chercher, qui les redescendent avec des brancards, sans brancards. Et on va prendre le col au petit matin. Et vous dites finalement dans le livre que le moment le plus dur pour vous, ça n'a pas en fait été les combats, même si vous avez failli mourir à ce moment-là, c'est vraiment le moment où justement où vous faites partie du petit groupe qui est chargé de rassembler les corps de vos camarades qui sont tombés. Ouais, le moment le plus compliqué pour moi, c'était ça, c'était de ramasser les corps. Parce que déjà dans les combats, on n'a pas vraiment pas vraiment le temps de réfléchir, quoi. Les états d'âme, c'est plus tard. En fait, on a des actes réflexes, on est formé pour ça, on est entraîné pour ça, donc on réagit en conséquence. On arrive au col, ça s'apaise un petit peu, les tensions s'apaisent. Pour l'instant, les talibans ne reviennent pas. Et c'est là où on prend conscience de ce qu'on a vécu. Donc déjà, énorme coup de fatigue, et le mot est faible. Et là, on nous annonce, ok, les gars, il y en a 4 là, les 5 premiers, vous descendez, vous redescendez, vous posez vos affaires, vous prenez juste votre arme, votre casque, et vous allez chercher les corps. On les remonte sur le col. Il y a un hélico qui va venir. Il va faire du stationnaire au-dessus du col. Il va vous jeter les housses mortuaires. On va mettre les mecs dans les housses. Et ils vont repartir à Kaboul. On va charger les corps dans l'hélico, en stationnaire toujours. Ça partir à Kaboul. Bon, comme ça, dans ma tête, je me dis d'un soldat fatigué qui est à bout complètement. Je me dis, mais moi, c'est pas mon boulot en fait. Bien sûr que si, en fait, c'est ton boulot. Tes camarades, tu les accompagnes jusqu'au bout. Et donc, on y va. Et effectivement, je vais récupérer une très grande partie des mecs qui sont décédés pendant l'embuscade, et dont Julien, qui était un bon copain. Où voilà, je vais le porter sur mes épaules, mais je ne vais pas y arriver. Lui, il avait pris une balle dans la jambe et une balle dans la tête.
Et voilà, et quand je vais le porter, il y a toute sa cervelle qui va se vider sur mon bras. Donc je vais le reposer au sol, je vais aller vomir parce que c'est horrible. Finalement, on va le porter d'une autre manière avec un copain, je le remonte. Et en fait, toute la matinée, je fais ça. Je fais des allers-retours dans le col et je vais chercher les gars. Et puis à l'issue, il nous manquait quelques gars encore, il nous manquait 2 gars. Et donc on a re-ratissé le col. Et entre-temps, on voit un combat, le drone américain voit un combat taliban qui était au loin et qui va pas dans une direction, qui va dans la direction inverse. Donc le drone demande à ouvrir le feu, mais sauf que nous, il nous manquait 2 gars. Donc est-ce que ces 2 gars-là, ils n'étaient pas dans le convoi taliban? Évidemment, on n'ouvre pas le feu sur le convoi, sans avoir la certitude on n'a pas nos Français dedans encore. Donc du coup, on re-ratisse le col, on va trouver nos mecs décédés. Et donc effectivement, il y a un avion de chasse américain qui a été envoyé, qui a nitraté le convoi taliban, mais là c'est pareil, c'est encore une vision très difficile, que je retrouve un copain qui a été égorgé, un autre qui a été complètement lapidé, tué à coups de pierre et qui était en slip. Alors lui, il avait quasiment plus rien, il était juste en slip. Bon, c'est très violent à vivre, et au moment où on va les redescendre, on prend un appui mortier, on prend un tir mortier de talibans, les talibans reviennent, relancent l'attaque par une partie de la ligne de crête, mais ça va être vite traité par nos mortiers. Mais les mortiers talibans sont en train de nous pulvériser dans le col, donc ça explose dans tous les sens, et là c'est terrible. Vivre un bombardement, c'est terrible, parce qu'en fait, on ne peut pas riposter, parce qu'on n'a personne en face. Donc là, en fait, il faut juste se mettre dans un trou et prier que ça ne tombe pas dans le trou, quoi. Donc ça, c'est hyper violent, et puis on balance les corps de nos copains, parce qu'ils sont morts, donc voilà, ils n'ont plus raison d'être protégés. Mais en même temps, on a l'impression encore de leur enlever de la dignité. Enfin, c'est très, très difficile à gérer, et en fait, le syndrome de stress post-traumatique, il va commencer à ce moment-là. Il va commencer à se développer, à se développer à ce moment-là, mais pas traumatisé sur l'instant T. Ça va se développer après. On va rentrer à la FOB le lendemain, la FOB, donc le camp où on était. Et là, je vais commencer à être pris de tremblement. Je vais t'envoyer à l'infirmerie, je vais te perfuser. Ensuite, il va y avoir la cérémonie pour les corps de mes camarades avant qu'ils soient rapatriés en France. Puis ensuite, la fameuse et la célèbre cérémonie aux Invalides avant que les corps soient ensuite rapatriés dans les familles. Et donc la cérémonie était hyper violente pour tout le monde, parce que on a participé à la sortie des corps de la chapelle, on les a posés sur la place d'Armes, on avait 10 drapeaux français, 10 cercueils, 10 drapeaux français sur la place d'Armes. Donc là, effectivement, Nicolas Sarkozy, qui était le président de l'époque, est venu, Hervé Morin, qui était le ministre de la Défense, et Bernard Kouchner, qui était le ministre des Affaires étrangères, sont venus. Donc c'est un moment très violent, et en même temps, paradoxalement, c'était un grand moment de joie pour moi. Alors ça peut être très compliqué à expliquer, mais parce que mon père est venu, mon père était journaliste, et mon père est venu, et du coup j'ai pu avoir des échanges avec mon père, et ça m'a vachement soulagé. Et ce qui était très fort dans ces échanges avec mon père, c'est que c'était difficile de se cacher. On a essayé, mais c'était difficile. Du coup, les copains qui ont vu ça, mon père était un peu leur père de substitution. Et du coup, ça a fait un peu du bien à tout le monde. Et puis d'ailleurs, il a profité pour nous interviewer. C'est-à-dire qu'en fait, votre père a accompagné la délégation présidentielle avec d'autres journalistes, et donc a accompagné Nicolas Sarkozy qui venait effectivement en Afghanistan après l'embuscade, et il en a profité évidemment pour vous retrouver, et puis pour débriefer aussi un peu avec vous et vos camarades. Oui, exactement. En fait, effectivement, il a suivi l'avion de Nicolas Sarkozy, il n'était pas dans son avion, mais il a suivi l'avion. Et c'est ce qu'il raconte. Alors, moi, je laisse mon père écrire un chapitre dans mon livre, qui touche d'ailleurs beaucoup de gens. Et je le laisse totalement libre d'écrire. Je lui ai laissé totalement libre d'écrire ce qu'il voulait. Moi, à aucun moment j'ai repris quoi que ce soit de ce qu'il a dit. C'est brut, ça vient de lui. Ce chapitre est très émouvant parce que il raconte déjà le lendemain de l'embuscade. Il appelle le régiment. Est-ce que mon fils est mort ou est-ce qu'il n'est pas mort? Ultra violent pour un père de famille. Il appelle le régiment et on le met 2 minutes en attente. Et c'est ce qu'il explique. C'était les 2 minutes d'attente les plus longues de sa vie. Il faut que je me prépare à ce qu'on me dise que mon fils est décédé, quoi. Il connaissait les risques que vous preniez? Bien sûr, oui. Mon père était très proche de l'armée, il était président journaliste pour la défense, il était déjà parti en Afghanistan avec le général de Villiers, avec d'autres régiments. Il était très touché et passionné du monde de sécurité-défense. Donc oui. Mais quand ça touche personnellement, ça prend quand même une autre dimension. Hein. On est quand même dans une autre sphère là. Donc voilà, et c'est ce qui était très compliqué, c'est ce qu'il raconte. Je ne vais pas spoiler le livre, mais ce qu'il raconte dans son chapitre dans le livre, c'est comment je gère mon rôle de journaliste et mon rôle de père de famille.
Oui, il y avait une double casquette à ce moment-là. Ouais. Double casquette, compliqué. Donc ça, il le racontait. Et c'était, voilà, d'un côté, ça m'a soulagé. Et d'un autre côté, bah, c'était violent pour tous les deux. De se revoir dans ce contexte-là. Rares sont ceux qui ont pu avoir la chance, si je puis dire, oui, de voir leur père dans des moments ultra compliqués et encore ultra violents, quoi. Et il rentrera ensuite d'ailleurs dans l'avion qui a rapatrié les corps de mes frères d'armes. Les corps étaient en soute et lui était dans l'avion, quoi. Donc c'est pareil, c'est quand même violent pour un père de famille en se disant bah, ça aurait pu être mon fils dans la soute. Bref, et donc effectivement, ensuite je vais revenir à la FOB, je vais être hospitalisé d'abord dans ma FOB par le médecin militaire, et ensuite il y a un psychiatre qui va arriver de Paris, qui va arrêter tous, qui va annuler tous ses rendez-vous, et qui va partir dès le lendemain de l'embuscade et qui va venir chez nous dans la FOB en Afghanistan, parce qu'il s'est bien douté que ça allait aussi causer des gros dégâts psychologiques, étant donné la violence des combats. Et donc je vais rencontrer ce psychiatre-là, qui va me suivre d'ailleurs les 2 années qui suivent, qui était le chef de la cellule psychiatrique de l'hôpital militaire de Percy, à Clamart. Et donc je vais le rencontrer dès le lendemain. Alors moi, même encore aujourd'hui, en 2025, j'ai toujours pas de souvenir de nos entretiens. Je pense que, c'est ce que lui me dit, hein, je pense que le cerveau s'est mis en sécurité, et j'ai plus de souvenir de tout ça. En tout cas, décision sera prise par les médecins, et le psychiatre et le médecin militaire, de m'envoyer à Kaboul avec d'autres copains avec qui j'avais ramassé les corps pour être hospitalisé. Donc on était 4. On est parti à Kaboul, hospitalisé pendant une semaine, où c'était hyper violent parce que bah, là, ça y est, les cauchemars arrivaient, les tremblements. Bon, on était très médicamentés aussi pour nous apaiser, mais on était un peu des zombies, hein. Moi, c'est ce que j'aime dire et c'est ce que je dis un petit peu dans le livre, c'est que j'étais, à cette époque-là, à ce moment-là, j'étais physiquement présent, mais intérieurement mort. Et intérieurement, j'étais un légume. J'arrivais plus à discerner, j'arrivais plus à faire de choix, j'arrivais plus à réfléchir, ouais, j'arrivais plus à dormir, j'ai plus aucune lucidité, j'étais complètement déconnecté de la vie, du monde réel, quoi. Voilà. Ça, c'est l'état dans lequel vous êtes quelques jours après l'embuscade. Finalement, ça vient très vite. Ouais, ça vient très vite. Oui, bien sûr, ça vient très vite, hein, ça vient 2-3 jours après. Donc ensuite, ordre nous est donné d'être rapatriés donc en France. Donc on fera un retour en France. Et là, je vais être hospitalisé pendant 2 semaines à l'hôpital militaire de Percy, à Clamart. Et donc là, je vais être pris en compte par le même psychiatre. Et je vais sortir 2 semaines après. Et là, ça va être retour dans la famille, retour sur le territoire français, parce que finalement, on est dans un hôpital militaire, donc il y a quand même un lien avec l'armée. Je vais rencontrer quelqu'un qui deviendra d'ailleurs l'un de mes meilleurs amis, Thomas, qui avait été blessé la veille de l'embuscade, qui avait pris une balle dans la jambe, qui lui a sectionné l'artère fémorale en 2. C'était le blessé le plus grave du régiment. Il a plus de 45 opérations. On va créer des vrais liens d'amitié, des liens d'amitié extraordinaires dans cet hôpital. On va se soutenir mutuellement, on va s'entraider. Voilà, parce que lui, il n'avait pas beaucoup de visites. Et c'est là où il va commencer à rencontrer mes parents. Je vais commencer à le faire rentrer dans la famille. Et puis, il avait une histoire de famille déjà très compliquée avant. Et donc, je vais être un peu son frère. Et puis, ma famille va devenir un peu sa famille de substitution. Et j'étais encore avec lui le week-end dernier. On se voit régulièrement. Donc la fraternité, oui, se poursuit même en dehors de l'armée, finalement. Ah bah, elle se poursuit hors de l'armée. Et elle a encore plus de poids aujourd'hui. Parce que même si on n'a pas été blessé de la même manière, donc lui c'est une blessure physique, moi c'est une blessure psychologique, donc une blessure visible et moins invisible, même si on n'a pas été blessé dans le même combat, dans la même vallée, on était en Afghanistan, ça reste un frère d'armes, il a vécu des choses horribles, j'ai vécu des choses horribles, évidemment que je ne sais pas s'il y a, peut-être que je me trompe, hein, puis c'est mon point de vue, il est ce qu'il est, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose dans la vie qui peut encore plus lier que ça, que de vivre ça avec quelqu'un. Peut-être, hein, mais en tout cas, pas sûr. Ça crée des liens qui sont... j'aime profondément ma famille, mais j'ai une relation avec Thomas et les autres qui est très très particulière et qui n'est pas simple d'ailleurs à décrire, hein, même si j'aime beaucoup mes frères et sœurs. Hein. Alors vous dites qu'à ce moment-là, donc vous souffrez de ce syndrome post-traumatique. Vous dites que finalement vous êtes dans un état d'hypervigilance
permanent. Vous racontez par exemple que quand vous aperceviez un homme barbu, vous vous demandiez s'il n'avait pas une ceinture d'explosifs sur lui, s'il n'allait pas vous tirer dessus, ou que si vous voyez un enfant avec des pétards dans la rue, pareil, hein, vous vous plaquiez au sol en plein milieu du trottoir. Ça vous est arrivé, c'est resté longtemps ce genre de comportement? Non, c'est pas resté très longtemps, mais enfin, c'est resté suffisamment de temps pour se faire du mal. Euh, En fait, je suis rentré, on est dans la reviviscence des faits, on dort plus. Et en fait, moi, je suis un être humain comme tout le monde. Et en fait, si j'ai plus de sommeil, ben, en fait, tout découle derrière de beaucoup de choses. La dépression, il y a plein de choses qui découlent derrière. Moi, j'ai commencé à me renfermer petit à petit sur moi-même. Donc, j'ai commencé à me couper de mes amis. J'ai commencé à me couper de ma famille avec qui j'étais très proche. J'en parle aussi dans mon livre. Moi, j'avais la foi. J'ai été élevé dans la foi catholique, etc. J'étais pratiquant. Bah, j'ai tout perdu. J'ai occulté complètement ça. Pour moi, Dieu n'était pas là ce jour-là. C'est plus possible. Je ne veux plus en entendre parler. Ma famille qui essayait de m'aider, qui était, eux, dans l'ultra bienveillance. J'avais pas envie d'aide, j'avais pas envie de conseils. Donc, en fait, je me renferme. Je me renferme petit à petit. Puis, en fait, je vais toucher le fond. Donc, l'alcool, les sorties. Je voulais parler que de ça. Donc, je ne sortais que avec des mecs qui avaient vécu ça. Des bagarres dans Castres, j'en parle un petit peu dans le livre, une vie qui n'a plus de sens en fait. J'étais complètement déconnecté de cette planète, des gens, j'étais devenu complètement associable, mais on n'est pas fait pour vivre comme ça. Enfin, je crois pas quoi. Donc, et puis petit à petit, j'ai commencé à relever la pente quand j'ai, avec l'aide du psychiatre, hein, qui m'a énormément aidé. Quand j'ai commencé à comprendre, avec un peu plus de temps, que le SPT n'était pas c'était pas une faiblesse, mais c'était une blessure. Et effectivement... Votre père parle d'une blessure invisible d'ailleurs. Ouais, exactement. Mais aujourd'hui, le SPT se considère comme une blessure. C'est officialisé. Maintenant, c'est reconnu comme tel. Votre père d'ailleurs dans le livre dit que le syndrome post-traumatique, ce SPT, en fait, Ouzbine marque un peu la prise en charge de ce syndrome au sein de l'armée française. Bah, en fait, je reviens un petit peu à la question d'avant. C'est quand vous avez un mec qui, un 14 juillet, dans les rues de Castres, ça pète, se jette par terre, complètement traumatisé. Quand vous avez effectivement un mec qui se balade dans le djellaba, bon, il sort de sa mosquée, le mec il a rien fait, mais il a une barbe comme ça, il est habillé comme les talibans, parce on fait le lien. Quand on arrive de là-dedans, on dissocie plus les choses. On est déconnecté. Donc, bah, moi, je vois un mec habillé en djellaba avec une barbe. Est-ce qu'il n'est pas en train de prévoir un coup? C'est hyper violent, parce qu'en fait, on est dans l'hypervigilance. On vit plus. En fait, on est tout le temps, bah, est-ce que ça va pas péter? Donc, on sort plus. En fait, pour se protéger, on sort plus. Mais ne plus sortir, c'est se renfermer sur soi-même. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, quand l'armée, effectivement, a compris qu'il y avait des soldats français qui étaient en train de vivre comme ça, bah, c'est plus possible. Et à un moment donné, ces gars-là, il faut les prendre en charge parce qu'ils peuvent devenir dangereux. D'abord pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Et en fait, le citoyen lambda, si je puis dire, sa maman qui va à l'école, ou le barbu qui, entre guillemets, qui sort de sa mosquée, mais, ça peut devenir dangereux pour lui, en fait. Et lui, il n'a rien fait, quoi. Donc, il faut absolument prendre en charge ce SPT. Et globalement, là, je parle de moi dans mon livre, mais ça touche tout le monde. Et ça, l'armée, aujourd'hui, déjà depuis un moment, le fait qu'il y ait eu l'embuscade d'Ouzbine et que ça a beaucoup fait polémique, l'armée, et notamment particulièrement le service de santé des armées, a énormément évolué sur la prise en charge des blessures invisibles. Et tant mieux, tant mieux. Et ça concerne beaucoup de soldats, beaucoup de soldats qui confrontés justement à des scènes de guerre, ce SPT. Ouais, beaucoup plus qu'on ne le pense. Beaucoup plus qu'on ne le pense, sauf que comme ce n'était pas une blessure qui était reconnue, l'armée ne communiquait pas à ce sujet. Donc en fait, pour le Français qui ne connaît rien au milieu de la sécurité défense ou qui ne s'intéresse pas à ça, lui, il va regarder les infos, il va dire « Ah, bah, y a 2 militaires français qui ont été tués, tiens, t'as vu ?» ou 2 blessés graves, mais ça va s'arrêter là. Mais évidemment qu'il y a énormément de blessés psychologiques. Je me rappelle un jour avoir une discussion avec un copain qui était officier, dans les forces spéciales, qui était commando marine, qui a fait une longue carrière et qui me disait « Mais Mayol, mais nous, les commandos à Lorient, on est tellement pressés comme des citrons, on passe notre vie en opération. En fait, les mecs
sont totalement en SPT. Ça ne leur empêche pas de faire leur mission, parce que quand ils sont dans leur mission, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tu es concentré sur ta mission, tu sais ce que tu dois faire, tu es formé pour, mais qu'en fait, les gars, il y a des mecs, ça fait des années qu'ils sont en SPT, et le SPT va se déclencher quand les gars vont quitter l'institution, quand tout va redescendre. Et là, quand ils vont revenir à la vie civile. Quand ils vont revenir à la vie civile. Et il y a des gars qui déclenchent des SPT 10 ans après avoir quitté l'armée. Le cerveau, il est très complexe. Hein. Nous, on a un copain qui était dans ma section, qui s'est suicidé des années après. Est-ce qu'il y a un tabou d'ailleurs par rapport à ça, ou est-ce qu'au contraire, on peut en parler dans l'armée? Comment c'est perçu par les soldats? Avant, c'était un vrai tabou. Hein. Avant, il fallait surtout pas montrer qu'on n'allait pas bien, il fallait surtout pas en parler à ses chefs, sinon on savait qu'on allait être mis de côté, parce que on allait nous enlever notre arme. Donc si on t'enlève ton arme, t'es plus dans la section, parce qu'en fait, t'es plus utile. Tu peux payer ton compagnie de combat, donc on va te mettre dans un bureau, voilà, on va te mettre au fond d'un placard, comme je dis. Avant c'était vraiment un sujet qui était très tabou. Aujourd'hui, c'est quand même, je trouve pas suffisamment, mais ça s'est quand même démocratisé. Rien que le fait déjà qu'on reconnaisse que le mec a un SPT. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que j'explique un petit peu aux gens à qui j'en parle, c'est quand on en parle, c'est je dis l'armée, je trouve a énormément évolué sur la prise en charge des blessés. Moi, je trouve, et c'est très personnel. Après, elle dira que je juge pas, mais au moins il n'y a pas en tout cas de malveillance dans ce que je vais dire, mais je trouve qu'elle a quand même beaucoup de progrès à faire encore sur la reconnaissance des soldats blessés. Et c'est un peu différent. La prise en charge est bonne, évolue, et ça, moi, je trouve ça super. Il y a notamment la CABAT, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, qui fait un boulot extraordinaire aux Invalides. Elle fait un boulot extraordinaire pour aider les soldats, les accompagner dans leur reconversion ou dans leurs blessures, ou le traitement de leurs blessures, etc. Donc, il y a quand même des très belles choses qui sont mises en place. Après, il y a les associations, il y a le Bleuet de France, il y a plein d'autres choses. Mais Terre Fraternité, il y a plein de trucs. Mais la reconnaissance, c'est encore compliqué. Et ça, je pense que l'armée pourrait encore... je pense qu'il y a encore du chemin à faire à ce niveau-là. Mais, effectivement, je crois... Alors, en fait, il faudrait poser la question à un militaire d'aujourd'hui, mais moi, j'ai quitté l'institution il y a peut-être 16 ans. Donc, il faudrait... ouais, c'est ça, ouais. Il faudrait... je pense qu'un militaire d'aujourd'hui serait mieux à même d'en parler que moi. Mais en tout cas, moi, à mon époque, c'était tabou. Et vous dites d'ailleurs aussi que finalement, cette embuscade d'Ouzbine, elle a ébranlé tous les fondements de vos vies, et qu'en plus d'être un traumatisme, elle vous a inculqué l'humilité. Oui, parce qu'en fait, quand on vit une expérience aussi forte, aussi lourde à porter, pardon, et qu'on prend le recul nécessaire pour réfléchir à tout ça, à sa vie, au sens de la vie, à la notion de la vie, en fait, ça fait prendre en fait, c'est une vraie leçon d'humilité. Vivre ça, c'est une vraie leçon d'humilité, parce qu'en fait, ça permet de recadrer beaucoup de choses dans sa vie. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est très personnel, mais je pense que c'est pour ça aujourd'hui que j'en suis là aujourd'hui, que je suis heureux et que je suis épanoui et que j'ai pu m'en sortir, parce que en fait, j'ai utilisé cette profonde souffrance comme une force pour le reste, pour la suite, et que je continue à faire. Donc, oui, pour moi, c'est une leçon d'humilité, c'est dire, ok, t'as vécu ça, mais en fait, la vie s'arrête pas là, c'est pas une fatalité. Tu peux vivre déjà pour toi, parce que tu as le droit d'être heureux, comme tout le monde, mais aussi pour eux. Moi, je me dis, eux, ils seront là-haut, ils me regardent, et en fait, qu'est-ce qu'ils auront envie de voir? Un mec qui se met une balle parce qu'en fait, il n'arrive plus à vivre, il n'arrive pas à être épanoui, et il sort pas de là-dedans. Non, moi, j'ai pas envie que les mecs voient ça. D'un mec pas heureux, d'un mec pas épanoui, d'un mec qui continue de sombrer, qui est inutile pour la société, inutile pour soi-même, inutile pour les autres. Moi, j'avais pas envie de ça. Donc, j'ai dit, ok, en fait, au début, je me suis dit, je vais pas le faire pour moi-même parce que je suis incapable de faire les choses, mais je vais le faire pour eux. Et petit à petit, en fait, c'est assez curieux à expliquer, mais pourtant décédés, il y a toujours une espèce de solidarité avec eux, de frères d'armes, de fraternité, et qui se dit, ok, les mecs me regardent, Maël, bouge. Mouvement en mouvement, en mouvement, en mouvement tout le temps, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui a fait qu'ensuite, j'ai pu sortir la tête vraiment hors de l'eau, être plus ancré dans ma vie, plus stable,
ouais, plus lucide, avec un discernement plus profond. J'ai réussi en prenant de l'altitude. Et après, je suis parti faire mes dispos de protection parce que j'ai toujours été fanat d'aventure. Et j'ai continué de vivre plein de choses extraordinaires, avec des moments, des passages difficiles. Mais il y a quand même des moments, j'ai vécu plein de moments extraordinaires et puis je continue d'en vivre. En fait, le fait finalement d'avancer et de surmonter votre souffrance, finalement de dépasser ce SPT, c'était aussi pour une façon de rendre un peu hommage à vos camarades tombés Ouais, qui complètement. continuent à être fiers de vous finalement. Bien sûr, c'est leur rendre hommage et puis continuer à les faire vivre. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est continuer à les faire vivre et c'est important. Moi, je ne suis pas de ceux, encore une fois c'est très personnel, je ne suis pas de ceux qui disent qu'ils sont morts pour rien. Et ça c'est hyper important. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit ça? Ouais, il y a même des propres parents qui ont des difficultés à comprendre différentes choses et c'est pas du tout un jugement. Et, pour le coup, je les comprends parce que c'est quand même ultra violent. J'ai du mal à comprendre le sens de l'engagement de leur Ouais, enfant. exactement. Et puis, alors, parce qu'en plus, il y a eu des débats sur cette embuscade, donc je n'ai pas envie forcément de revenir, mais ils sont pas morts pour rien. Parce qu'en fait, au-delà d'être morts pour la France, donc pour le drapeau français, bien au-delà de ça, parce que ça inculque à l'État, à la politique française, la présence française en Afghanistan, bien au-delà de ça, et s'ils étaient là, je suis sûr qu'ils le diraient, ils seraient à côté de moi sur ce fauteuil, ils me diraient la même chose, ils sont morts pour les copains. Et moi, je suis là-bas pour les copains. Et notamment, je prends un exemple, parmi tant d'autres, mais Alexis, qui était le radio de lui, pour le coup de Carmin 2, que j'avais formé, que je connaissais très bien, en tout cas, je fais partie de ses formateurs, et lui, en fait, il était collé à son chef de section, parce qu'un radio, il est toujours collé à son chef de section. Euh, le chef de section était en train de passer des messages à la radio, et Alexis a entendu des talibans parler, qui étaient à quelques dizaines de mètres de lui. Il s'est retourné, les talibans l'ont mis en joue. En fait, ils allaient tuer Alexis, le chef de section. Et Alexis était décalé de son chef de section. Il s'est levé, et au moment où les talibans ont appuyé sur leur détente, il s'est jeté devant son chef de section, dos aux talibans. Il a pris la rafale dans le dos. Les talibans sont partis, pensant qu'ils avaient tué les deux. Alexis est tombé au sol. L'adjudant, le chef de section, s'est retourné, a fait un massage cardiaque, et il est mort dans les bras de son chef de section. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour et de fraternité que celle-là. Il est mort. Là, pour le coup, c'était pas son copain, c'était son chef de section, mais il est mort quand même pour son chef de section. Et ça, c'est extraordinaire. Et il s'est sacrifié là même pour. Et il s'est totalement sacrifié pour son chef de section. Voilà. L'exemple, il résume tout. Ça, vous le dites d'ailleurs dans le livre parce que ça a été vous évoquez effectivement un peu certaines polémiques qu'il y a eu après. Bon, il y a certains qui se posent des questions sur la préparation de l'opération et sur le fait de savoir si les militaires qui étaient là-bas étaient suffisamment aguerris ou pas. Les polémiques qu'il y a eu sur cette embuscade, bonne ou mauvaise ou moyennement bonne préparation de cette mission, peu importe, ça ne change rien en la fraternité d'armes qu'on a eue ensemble ce jour-là. Et nous, il n'y a que ça qui comptait. Et après, effectivement, ça a beaucoup polémiqué, ne serait-ce que sur la présence, sur le fait qu'on était formés, parce que les gars de Karma 2, ils avaient 18-19 ans, mais on ne fait pas la guerre à 50 ans déjà d'une. Et moi, je suis désolé, mais j'ai encore un autre exemple qui va en fait finalement répondre à cette question-là. Moi, quand je vois un gamin de 18 ans qui a une balle dans la jambe, qui va se traîner sur un chemin pour se mettre à couvert derrière un rocher, qui va, en train de se vider de son sang, prendre une poche de soluté, c'est une perfusion, se piquer, accrocher la poche sur une branche d'arbre et se perfuser lui-même avec une balle dans la jambe à 18 ans, et on va nous dire à nous qu'on n'avait pas été formés, qu'on était mal formés. Ouais, je sais pas ce qu'il leur faut. Parce que moi, je prends le gars de 18 ans dans la rue en bas, sur ce trottoir-là. Ok, je vais te tirer dessus, perfuse-toi. J'attends de voir. Donc, les polémiques, on s'en fiche. Nous, ce qu'importe, c'est la camaraderie, c'est la fraternité d'armes. Malheureusement, on n'a pas pu tous se retrouver ensemble. Vous avez perdu 10 hommes qui sont tombés là-bas, 8 du 8e RPIMA, je crois. Il y en a eu 8 du 8e, 8 du 8.
du 8e RPIMA qui sont morts. Un légionnaire? Un légionnaire qui était l'Oxane du 8e RPIMA, donc l'auxiliaire sanitaire, l'infirmier de la section, qui était du 2e REP à Calville, un parachutiste de la Légion. Donc là, c'est 9 morts le jour de l'embuscade. Et le lendemain, en fait, il y a un soldat du régiment de marche du Tchad qui est arrivé en renfort pour ramener du matériel, la logistique, vivres, eau, machin, etc. Qui était lui en trappe du VAB. Donc le véhicule avant blindé, il a des trappes où on peut sortir à mi-corps. Et en fait, le VAB a emprunté un petit chemin. Et en fait, il y a eu un éboulement de terrain et le VAB s'est retourné. Et lui, il a été écrasé par le VAB qui doit faire, je pense, 12 ou 15 tonnes, je crois. Donc il a été écrasé par le VAB. Donc, je vous laisse imaginer quand ils ont retourné le VAB, comment ils ont retrouvé le camarade. Donc lui n'a pas participé au combat, mais il est quand même mort pour la France. Il venait nous aider, il venait nous ravitailler. Et lui, il est mort que le lendemain matin. D'ailleurs, je vais être rapatrié avec un mec dans l'avion. Je vais prendre l'avion pour rentrer en France avec mes copains avec qui j'ai ramassé les corps de mes frères d'armes, avec l'un des gars qui l'a ramassé, qui était totalement traumatisé. Et vous parliez du psychiatre tout à l'heure qui vous a suivi après cette embuscade et pendant longtemps. Je crois que vous dites dans le livre qu'en discutant avec lui, à un moment, vous comprenez aussi qu'une des choses qui vous fait le plus de mal, c'est le fait que vous vous sentez coupable vis-à-vis de vos camarades qui sont tombés. Vous avez une culpabilité, vous auriez voulu en faire plus finalement. Oui, bah, il y a eu, en tout cas, fut un temps, un grand sentiment de culpabilité, mais qui a duré un temps. Aujourd'hui, je ne l'ai plus, ce sentiment, parce que j'ai pris de l'altitude nécessaire pour ne plus l'avoir. Et Dieu merci, parce que ça m'empêcherait d'avancer. Parce que la culpabilité, c'est violent à vivre. Effectivement, moi, quand je suis rentré de là, je me suis dit, mais pourquoi eux et pas moi? C'est une vraie question, quoi. Pourquoi eux et pas moi? Et dans la guerre, il y a aussi un facteur chance, quoi. On se décale un peu trop à droite, on la prend. On bouge pas, on la prend pas. Et à gauche, c'est pareil. Et c'est comme ça. Et aussi, il y a beaucoup de techniques, techniques de guerre, de stratégie. Mais il y a un facteur chance. Toutes les balles qui ont sifflé autour de nous, de ma section, de moi-même, la balle que je traversais dans le sac, elle passait, le gars prenait une visée 10 cm plus à gauche, bah, j'apprenais dans la colonne vertébrale. Donc j'étais ou paraplégique ou mort, quoi. Comment vous avez répondu à cette question, justement, pourquoi eux et pas moi? Est-ce que vous avez trouvé une réponse à cette question ou comment vous avez apaisé justement En fait, c'est quand justement j'ai réussi à m'apaiser moi-même. Et pareil, pour la culpabilité, je rebondis juste, mais ça va répondre un peu à la question. C'était très violent pour moi de me dire, mais pourquoi j'ai pas réussi à faire plus? Pourquoi on n'a pas réussi à monter sur cette ligne de crête, prendre les talibans à revers, les éliminer? Putain, mais ça aurait peut-être sauvé des vies, ça aurait peut-être pu permettre à Kermel de se désengager. Ouais, toutes ces questions-là, mais en fait, c'est à un moment donné où j'ai commencé un peu à m'apaiser, tout ça, ça me bouffait complètement. Hein. C'est ce qui fait que je dormais plus, c'est ce qui fait que je tombais dans l'alcool, parce que dès que je commençais à me poser ces questions-là, le cerveau, il se met à bouillir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On boit, pour oublier. C'est tout un cercle vicieux, hein. Le SPT, c'est très complexe. Et quand j'ai commencé à reprendre une vie plus saine, arrêter de boire, le sport me donnait reprendre une dignité en fait, me relaver, me lever le matin, me donner une heure de coucher le soir, en fait, reprendre un rythme de vie beaucoup plus sain, avec l'aide du psy. Après, il y a la foi qui est revenue. Après, en fait, c'est tout un enchaînement de choses, la famille qui se rapproche, je me réouvre à ma famille. Donc là, ils s'engouffrent direct pour m'aider. Et en fait, je commence à m'apaiser avec ce sentiment de culpabilité. Mais il vient assez naturellement, en fait. C'est toute une accumulation de petites choses. Parce que ça ne sert à rien dans des attaques comme ça de faire des grandes choses. Il faut faire des petites choses. C'est le conseil que je donnerais. Des petites choses très concrètes. Des petites choses peut-être très concrètes, mais qui vont te permettre de sortir la tête un petit peu plus hors de l'eau. Parce que là, moi, j'étais en apnée totale. Hein. Oui, faire du sport, reprendre le sport, reprendre l'hygiène de vie, hein, reprendre le sport. Puis le sport, ça a quand même aussi, au-delà de l'hygiène de vie, ça a quand même des vertus un peu thérapeutiques quand même. Je pense là à Cyril Chaboun, par exemple, hein, qui force spéciale, qui lui va se reconstruire à travers le sport. Oui, complètement. Et puis plein d'autres. Il y a 1000 exemples. Hein. Donc voilà, le sentiment de culpabilité, il a commencé à prendre la distance. Et puis c'est aussi clairement aussi avec l'aide du psy, de me faire comprendre que non, en fait, c'est pas de ta faute. Tu as fait ce que tu pouvais. Tes chefs te l'ont dit. Moi, je te le dis. Et en fait, quand j'ai commencé à accepter que c'était plus de ma faute, que j'étais pas fautif, que je pouvais pas forcément faire plus, je ne pouvais pas faire plus,
bah, énorme soulagement. Ouais, vraiment un gros soulagement. Et alors, vous avez un peu parlé justement de cette perte de foi que vous avez connue justement après l'Afghanistan. Et après Ouzbine, vous ne compreniez pas, en fait, vous le dites dans le livre, que Dieu puisse laisser les hommes se massacrer et commettre des atrocités sans intervenir. Comment vous avez réussi finalement à surmonter ça, puisque finalement vous avez retrouvé la foi, mais un peu après? Bah, en fait, moi, mes parents, n'ont jamais lâché ça. Donc, quand j'ai commencé à me réouvrir un peu à ma famille, donc à mes parents évidemment, et que mes parents du coup se sont complètement engouffrés dans la brèche que j'avais laissée ouverte, mon père m'a dit écoute moi, est-ce que ça te dirait que je t'emmène dans une abbaye dans le sud, on connaît bien les moines, on connaît bien le père abbé, et en plus je connais quelqu'un, me dit-il, un moine qui avait été militaire. Donc, je me suis dit ok, pourquoi pas. Ça va me permettre de passer un temps avec mon père, que j'ai pas passé depuis longtemps. Ce moine-là, il était militaire avant, donc il va certainement mieux me comprendre que tous les autres. Bon, j'accepte sans me poser trop de questions. Et puis finalement, en fait, je vais dans cet habit-là et effectivement, il me présente ce moine, le père Martin, dont je parle dans le livre, là, qui est vraiment un homme extraordinaire. Et puis je vais lui poser toutes mes questions, parce qu'en fait, moi, je suis très clair. Hein. Moi, comment Dieu peut accepter ça? Dieu n'était pas là. Laisser les hommes faire des atrocités pareilles, mais comment est-ce possible? Et en fait, comme en plus il y avait le SPT derrière, etc., j'ai plus envie de me prendre tête avec ça. En fait, il y avait trop de choses. Donc je me suis dit, la religion, on verra plus tard. En soi, pour l'instant, c'est terminé, je ne vais plus entendre parler. Et puis finalement, en discutant petit à petit avec ce moine-là, j'ai pu poser mes questions de manière très libre. Il était énormément à l'écoute, il était ultra bienveillant. En gros, sur des heures et des heures de conversation avec lui, il me fait comprendre qu'en fait, Dieu laisse libre les gens, l'homme. Et donc, du coup, s'il laisse libre, c'est l'homme qui fait le choix de faire le bien ou le mal. Et bon, il détaille tout ça, et en fait, en détaillant, en l'écoutant, en comprenant ça, je dis ok. En fait, du coup, c'est pas de sa faute, quoi. Bon, je synthétise, hein, mais du coup, c'est pas de sa faute. Et ok, en fait, c'est l'homme le responsable, en fait, clairement. Et donc, petit à petit, en comprenant ça, en mûrissant un petit peu ces paroles, j'ai commencé à remettre le pied dans une église, à me remettre un peu à la prière, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai retrouvé la foi, après effectivement avec l'aide de mes parents. Donc voilà, j'ai retrouvé la foi comme ça, et après ça ne m'a plus jamais quitté. D'autant que j'imagine que quand on est confronté à la mort régulièrement, comme c'était votre cas, finalement la foi a quand même peut-être un réconfort quand même particulier. Oui, oui, complètement. Et puis c'est surtout que, en fait, au moment où, dans cette période de ma vie où j'étais profondément seul, j'étais vraiment, vraiment, mais vraiment tout seul, intérieurement, hein, je parle. En fait, alors, encore une fois, c'est très personnel, mais je me suis dit, mais en fait, si t'as personne à qui te raccrocher, en fait, tu fais comment, quoi? Et en fait, en retrouvant la foi, j'ai commencé à me raccrocher à lui, et lui m'a aidé. Et c'est aussi par la foi, c'est pour ça que je le dis, hein, sans aucun problème, que la foi a participé à ma reconstruction, clairement, quoi. Et c'est ce qui m'a aussi permis, du coup, de me réouvrir aux amis, réouvrir à ma famille, ouvrir plus de brèches, et après c'était des fenêtres, et puis après c'était des baies vitrées. Alors vous dites dans votre livre que bon, l'Afghanistan vous a changé à jamais et qu'aujourd'hui encore une part de vous est restée là-bas et ne reviendra plus. Comment l'Afghanistan vous a-t-il changé finalement comment a-t-il façonné l'homme que vous êtes aujourd'hui? Ah oui, oui, moi je crois même sincèrement, c'est pas je crois, c'est je suis sûr que j'ai laissé une partie de moi là-bas, mais quand je dis une partie de moi là-bas, c'est pareil, c'est très propre à chacun. Peut-être qu'un autre militaire vous dira aura une réponse différente, mais euh, l'âme de jeunesse, le petit côté voilà, enfance, euh, on perd ça, tout ça. Un peu dans les rêves, on perd tout ça en fait, ce côté âme d'enfant, parce qu'on est confronté à une violence telle que, voilà, elle est faite par les adultes hein, d'ailleurs, particulièrement en tout cas en Afghanistan, que
on laisse une. Ouais, c'est compliqué à expliquer, à répondre. On laisse une part de nous. Et puis, c'est le retour, en fait. Parfois, on se sent déconnecté des gens et on ne comprend pas pourquoi. Mais pourquoi j'essaie de lui expliquer ça et il veut pas l'entendre ou que moi, j'arrive pas à les comprendre sur sur des débats divers et variés, hein, pas forcément liés à l'armée, à la sécurité et défense, mais parfois, alors, beaucoup moins maintenant, encore un petit peu, ça m'arrive, hein, mais beaucoup moins maintenant. Mais avant, je me sentais totalement déconnecté de tout le monde. Bah, c'est bien qu'il y a un problème, c'est bien que j'ai laissé une part de moi, il y a quelque chose qui est resté là-bas. Et Quelque chose qui est mort en fait avec vos camarades. ouais, un petit peu, ouais. Et qui est resté dans cette vallée. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ça va mieux à ce niveau-là parce que, en fait, à partir du moment où on apprivoise ça, cette manière de vivre, à partir du moment où on apprend à vivre avec, en fait, je pense que les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, en tout cas, moi je le vois pour ceux que je connais qui n'arrivent pas à s'en sortir, c'est des gens qui n'ont pas réussi à faire ce travail d'apprendre à vivre avec. Et du coup, ils sont toujours confrontés de plein fouet à ça. Dès qu'ils y pensent, bah, du coup, ça repart en cauchemar. Dès qu'il y a un militaire qui tombe au Mali, par exemple parmi tant d'autres, les gars sont pulvérisés pendant une semaine, se renferment sur eux-mêmes parce que ça les ramène à chaque fois à ça. Alors que si on apprend à vivre avec ça, en fait, on peut être heureux, quoi. La souffrance, alors moi c'est le SPT, mais la souffrance quelle qu'elle soit, c'est ce que j'essaye de faire passer comme message dans mon livre, c'est pas une fatalité. Il y en a qui naissent avec des facilités de vie, mais dire, on est tous des êtres humains en fait, tous deux bras, deux pieds, un cerveau, deux jambes. Donc la souffrance, c'est pas une fatalité. Si on laisse le temps, à partir du moment où on souffre de quelque chose, et qu'on croit, parce que c'est une utopie de croire, hein, pour moi, hein, qu'on croit que le temps va faire les choses, j'entends tout le temps ça. Ouais, mais une séparation difficile, le temps va faire les choses. Non, le temps ne fera pas les choses. Si, et j'ai 8 milliards d'exemples, si on n'utilise pas ce temps à bon escient pour apprendre à dompter cette souffrance, et preuve en est, le SPT, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des gars, ils sont en train de péter les plombs 15 ans après. Parce que ces gars-là, ils ne sont pas traités. Le côté psy, ils ont laissé passer faire le temps. Ils sont revenus à la vie civile, ils ont trouvé un boulot, ils ont trouvé une copine, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants. C'est tout ce qu'on espère. Hein. Ils ont le chien, le chat, ils ont de la maison, ils ont tout. Mais intérieurement, t'as quoi? Et en fait, s'ils ne traitent pas le fond du problème, à un moment donné dans leur vie, ça les rattrapera toujours. Et moi, ça, j'en suis. C'est pas une histoire de karma ou je ne sais quoi. C'est factuel. Je le crois vraiment, quoi. Il faut apprendre à vivre avec. Et il y en a qui ont besoin d'aide. Et c'est en partie le message que j'essaie de faire passer dans mon livre, c'est de dire, bah, parfois, on n'a pas tous la même résilience. Résilience, mot très galvaudé, mais autre débat, mais il faut savoir accepter de l'aide, en fait. Et moi, je suis passé par là. Je suis tombé plus bas que terre, à ma manière. Il y a des gens qui sont tombés encore plus bas que moi. Mais ce livre, c'est une main tendue. C'est une main tendue pour ceux qui sont en train de vivre ça, ou ceux qui vont vivre ça. Parce qu'il y en a qui vont vivre ça. Parce que l'armée continue à partir dans des conflits, parce que les souffrances, bah, il y en a, ça fait partie de la vie. La vie, c'est pas le monde des bisounours, contrairement à ce que certains croient. Et c'est un exemple qui est un peu violent, je suis désolé, c'est peut-être pas adapté, mais demain, un lecteur qui n'a rien à voir avec le milieu de sécurité et défense et qui va, évidemment, je souhaite à personne, mais avoir un accident de voiture et qui va perdre son copain et puis pas lui, culpabilité, c'est moi qui conduisais, pourquoi je suis en vie, pourquoi pas lui, ça s'est arrivé des milliards de fois. Ben, en fait, il faut que tu apprennes maintenant à vivre avec ça. De toute façon, t'as pas d'autre choix. Soit tu mets fin à tes jours, enfin, tu as trois choix. Soit tu mets fin à tes jours, soit tu vis comme un légume toute ta vie, du coup tu construis rien, soit tu sors la tête hors de l'eau et tu vis. Parce que la vie vaut d'être vécue. Donc finalement, transformer cette souffrance, quelle qu'elle soit, en quelque chose qui nous permet d'avancer, quoi, quelque chose de positif. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans votre livre aussi, dans le chapitre que votre père a écrit, en fait, il explique que pour vous, en fait, l'Afghanistan aussi a poli, je crois qu'il dit, certains angles un peu durs de votre personnalité.
Ouais. et à tremper aussi certaines convictions. Oui, complètement. Parce que c'est ce que je disais au début de notre interview, c'est que moi j'étais un caractère assez fort, j'avais du mal, mes parents avaient du mal à me cadrer, j'étais un peu dans tous les sens, je faisais plein de conneries, pas des conneries de voyous, mais plein de conneries quand même. Et, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que l'Afghanistan, j'ai l'impression d'avoir pris, bon, une fois reconstruit, 10 ans de maturité d'un coup. Parce que et c'est en ça qu'il dit ça, mon père, c'est que aujourd'hui je suis plus ancré, plus posé, j'ai un discernement qui est plus lucide qu'avant, je prends plus d'altitude sur les choses, je réagis moins sous l'émotion. Et donc effectivement, tout ça, l'Afghanistan, donc, enfin, du coup ce que j'ai vécu, ça a poli pas les défauts, mais les difficultés que j'avais intérieures avant. Et, enfin, globalement, ça m'a fait grandir, en fait. C'est ce qu'il veut dire, quoi. Ça a peut-être changé aussi, d'ailleurs, même votre regard sur le monde, sur la vie. Ah bah c'est sûr que quand on vit quelque chose comme ça, encore une fois, si on travaille les choses, on a une notion de la vie qui n'est pas du tout la même que j'avais avant. Ça, c'est une certitude. Est-ce que du coup, ça vous a peut-être permis aussi de prendre beaucoup plus de recul sur les petits tracas du quotidien, le fait Bien sûr. Ça, vivre des choses comme ça permet de relativiser énormément, clairement. Après, c'est assez paradoxal parce que je reste quand même un être humain avec des émotions, avec des défauts, avec des qualités, avec des fragilités, comme on a tous. Et globalement, dans la vie de tous les jours, bien sûr que ça m'aide à relativiser. Et du coup, parfois, c'est aussi ce qui fait que je suis, on parlait de déconnexion tout à l'heure, avec le monde. Voilà, quand je vais voir un mec qui va râler pour rien ou qui va être au fond du seau pour un oui, pour un non, c'est là où je vais me sentir un peu déconnecté. Mais bon, sauf que j'ai appris à apprivoiser ça et du coup, je vais me comporter en conséquence avec la personne. Je vais pas lui dire non, non, mais t'es nul. Si vous voulez, c'est pas parce que j'ai vu ça que je me sens plus fort qu'un autre. Mais effectivement, ça aide énormément. Complètement, dans la vie de tous les jours, bien sûr. Il y a une question aussi que je me posais. Dans votre livre, du coup, on parle de la mort de vos camarades, des conséquences de l'impact psychique que ça a sur vous. Est-ce qu'on se pose aussi des questions quand on est dans la situation inverse, c'est-à-dire quand on est amené à prendre la vie de quelqu'un, donc en l'occurrence un combattant ennemi, hein, dans le cadre d'une mission, quand on est obligé de tuer quelqu'un, est-ce qu'on se pose aussi des questions? Est-ce que ça a un impact aussi psychique? Alors, à un instant T, non. Parce qu'au moment des combats, ce que j'ai dit tout à l'heure, on est tellement dans un effet tunnel que la question ne se pose pas, en fait, ou c'est lui ou c'est toi. Donc, c'est celui qui a réagi le premier. Hein. Donc, à l'instant T, non. Mais effectivement, après, quand on y repense, avec plus voilà, en prenant de la hauteur, on se dit que même si c'était ton ennemi ce jour-là, ôter la vie, particulièrement quand on a la foi, en plus, c'est très compliqué. Et ça fait partie des questions que j'ai posées, avec, enfin, des sujets de discussion qu'on a eu avec ce moine-là, en disant, mais c'est très brut ce que je veux dire, mais est-ce que je vais aller en enfer parce que j'ai fait ça, quoi? Parce que il y en a qui se la posent pas, cette question, il y en a qui se la posent. Et c'est très, très propre à chacun. Enfin, chacun est libre de se poser cette question-là. Moi, je me le suis clairement posée. En fait, elle fait d'autant plus mal cette question quand en fait, après l'Afghan, moi j'avais une haine viscérale envers les talibans, donc en fait, c'est pas une question que je me posais. Je me disais même, à la limite, tant mieux. Plus on a fait de morts, mieux c'est. Ça, c'est très à chaud après l'Afghan, faut se remettre dans le contexte. Hein. Mais une fois qu'on a pris de l'altitude, qu'on a commencé à guérir de ça, de se reconstruire, etc., on se dit, ouf, et qu'on se pose d'autres questions, on se dit, ok, où t'en es avec ça aujourd'hui, quoi? Avec ta foi, mais même avec toi-même. Hein. Moi, j'ai des copains qui n'ont pas du tout la foi, ça les intéresse pas, ils sont pas du tout là-dedans, et qui se sont posés la même question. Mais moi, on en a discuté avec ce moine, et voilà, moi, à partir du moment où on me dit que, on m'a dit que non, en fait, dans ce contexte-là, c'est pas un meurtre. En fait, j'ai pas assassiné quelqu'un, je suis pas allé me jeter avec une ceinture explosive dans une boîte de nuit, quoi. Donc, c'est quand même pas du tout la même chose. C'était dans un autre contexte qui était complètement différent. Donc à partir du moment où je l'ai compris, que je l'ai assimilé, pour moi aujourd'hui, je suis très apaisé à ce niveau-là. Ok.
Alors, on sent aussi d'ailleurs dans votre livre la volonté de transmettre, finalement, de laisser quelque chose aussi en héritage. Pourquoi est-ce que c'était important de partager votre expérience, de témoigner sur des événements qui se sont produits il y a à peu près 17 ans, quasiment jour pour jour, pas très loin? Ouais, quasiment. Ouais. C'est hyper important. Le devoir de mémoire, c'est ultra important, particulièrement dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a des guerres dans tous les sens. Le monde ne va quand même pas très bien. Je ne vais pas faire de géopolitique, mais il y a quand même des guerres de partout. Et à mon avis, c'est loin de se calmer. Donc le devoir de mémoire, il est ultra important, particulièrement pour les jeunes générations et les générations futures. Alors déjà, le devoir de mémoire, c'est pour eux, pour continuer de les faire vivre, en hommage pour eux. Hein, ça commence d'abord là, pour dire, ok les gars, vous existez, vous avez vécu, vous êtes avec nous d'en haut, mais vous êtes avec nous. Il y a un hommage à travers ce devoir de mémoire qui est primordial, par respect, et faire comprendre, encore une fois, particulièrement aux jeunes générations, mais pas que, hein, aussi aux politiciens, à ceux qui prennent des décisions importantes pour notre pays, en fait, qui eux ne font pas la guerre, qui nous y envoient mais qui ne la font pas. Voilà ce qu'on vit, en fait. Voilà ce que les soldats ont vécu. Et moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça que j'accepte de témoigner dans différents reportages. C'est que les citoyens, en tout cas français, moi j'étais soldat français, donc mais je pense que c'est universel. Aux États-Unis, le devoir de mémoire, dans les pays anglo-saxons d'ailleurs, c'est assez costaud. Mais Ça, vous le pointez dans le livre d'ailleurs, la différence finalement qu'il y a de considération et complètement. de lien armée-nation finalement. Ah oui, complètement. Et il est primordial parce que, en fait, moi, j'ai pas envie que ça se reproduise. Donc, en fait, plus les gens prendront conscience de ce qu'est la guerre, moins ils auront envie d'y aller ou d'envoyer des mecs. Il y aura toujours des gens pour en envoyer. Mais moi, je cherche pas à changer le monde, moi. Je cherche juste à mettre en expliquant tout ça, en faisant ce devoir de mémoire dans ce livre, à travers ce livre, c'est ma pierre à l'édifice. Donc c'est ça votre combat aussi aujourd'hui, finalement, ce devoir de mémoire, la transmission. Oui, bien sûr, c'est un vrai combat. Et puis moi, j'ai la chance de m'en être sorti. En fait, moi, j'ai un problème avec une chose, c'est en France, on a souvent tendance à dire et à croire que un héros, c'est un soldat mort. Pourquoi? En fait, on est obligé de mourir pour être un héros. Moi, je considère que en fait, tous les mecs qui sont partis dans le théâtre d'opération et qui ont vécu la guerre sont des héros. Mais c'est mon point de vue. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses à... Enfin, ce serait un long débat, mais moi, ce livre, il est fait pour ça, pour montrer aux citoyens français que, oui, il y en a 10 qui sont restés. Il y a eu 23 ou 25 blessés, mais les 3 quarts sont blessés psychologiques. Et puis, à travers ce livre, je rends hommage à mes frères d'armes, mais je rends hommage à toute l'armée française, à tous les théâtres d'opération. Ce livre-là, il va parler à tout le monde. C'est pas que au 8e RPIMA, que à la 4e compagnie du 8e RPIMA. C'est un hommage aux soldats français. Et aux valeurs aussi qui animent les soldats français pour vous. Hein. Vous parlez de 3 valeurs essentielles à vos yeux à la fin, la loyauté, le courage et la fidélité. Alors pourquoi ces 3 valeurs-là, pourquoi est-ce qu'elles sont particulièrement importantes pour vous? Parce que pour moi, ces valeurs-là, elles sont fondamentales. Mes parents ont essayé de me les inculquer depuis le plus jeune âge, mais sans forcément comprendre le sens quand on est petit. L'armée me l'a vraiment inculqué. Je crois que si on a envie d'être quelqu'un de bien, déjà, et il n'y a absolument pas d'égoïsme à dire ça, si on a envie d'être quelqu'un de bien, si on a envie je vous parlais tout à l'heure, de mettre sa pierre à l'édifice pour essayer de rendre le monde meilleur, pas de le changer, mais de rendre le monde meilleur, je crois que si on arrivait tous, alors c'est pas une leçon de vie ou de morale, hein, mais c'est très personnel, hein, mais si on arrivait tous à assimiler ces valeurs-là, de courage, de loyauté, de fidélité, parce que le courage, la loyauté, la fidélité, ça peut être lié à plein de choses, c'est pas forcément lié qu'au drapeau ou à l'armée. C'est la loyauté et la fidélité, c'est dans son couple, envers son patron, en amitié. En fait, moi, quand je parle de ces valeurs-là, c'est de manière très large. D'ailleurs, sur le courage, hein, vous dites qu'effectivement, c'est pas seulement dans les batailles que mène un soldat, mais peut-être d'abord dans les petits combats que mène chaque homme au quotidien. Oui, complètement. Le courage,
Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, ça n'existe pas. On est tous des êtres humains, ça n'existe pas. Un mec qui n'a pas peur, ou alors il est dangereux, ou alors c'est un vrai problème pour lui et pour les autres. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de, malgré la peur, d'y aller quand même quand d'autres vont reculer. Pour moi, c'est ça la définition du courage. C'est comme la loyauté. La loyauté, c'est pas juste obéir. Alors moi, je fais le transfert avec l'armée, hein, mais on peut tous l'interpréter à sa manière. La loyauté, c'est pas uniquement obéir aux ordres. C'est en fait être là parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. C'est ça la loyauté. La fidélité, c'est pareil. La fidélité, bon, je synthétise, hein, mais c'est pas juste porter un uniforme, un treillis, une arme, des responsabilités. La fidélité, c'est aussi respecter ce que tu portes. C'est plus profond, quoi. Et je crois que si on l'interprète chacun à sa manière, dans sa vie tous les jours, de couple, en amitié, professionnellement, etc., mais je pense que ça pourrait peut-être rendre le monde un petit peu meilleur. Un peu meilleur. Peut-être. Peut-être que je me trompe. En tout cas, moi, j'y crois. Oui, parce que vous dites d'ailleurs que le courage, en fait, il s'exerce d'abord contre soi-même et que c'est peut-être la bataille la plus difficile, finalement. Ah bah complètement, le combat contre soi-même, comme j'aime bien dire, c'est toujours facile d'aller regarder les problèmes et de donner des leçons de vie à son copain. Par contre, se regarder dans une glace et dire ok, toi, ça va peut-être pas. Avant d'aller donner des conseils aux copains, regarde-toi toi-même. C'est toujours plus facile. Donc oui, c'est une vraie. On en revient à l'humilité. De toute façon, tout est lié. Hein. L'humilité, le courage, la fidélité, je crois que tout est lié. Ouais, c'est pareil, parce que la fidélité, elle peut s'exercer vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi, être fidèle, loyal envers soi-même, à ses valeurs, à ses engagements. Complètement. Et vous pensez d'ailleurs que ces trois valeurs que vous citez, loyauté, courage, fidélité, sont des valeurs qui ont la place qu'elles méritent aujourd'hui dans notre société? Non, je trouve qu'elles n'ont pas assez de place, c'est bien pour ça que j'en parle. Et si l'idée d'en parler, c'est de mettre ma pierre à l'édifice pour essayer de rendre un peu ce monde meilleur et donc de parler de ça, c'est bien parce que je pense que justement, elles n'ont pas assez leur place dans cette société. Ce qui est dommage, qui est de plus en plus individualiste quand même. Oui, c'est ça, ce que vous dites aussi dans le livre. Complètement. Quel regard d'ailleurs vous portez sur la société de manière générale Bon, on repartirait pour 2 heures d'interview, mais c'est... Il y a des belles choses et il y a des choses qui m'intéressent beaucoup. Et moi, effectivement, c'est ce que je viens de dire, c'est que moi, je trouve que la société est de plus en plus individualiste. Tout doit aller vite. C'est la course, la ruée vers l'or. Et en fait, en occultant complètement certaines valeurs qui sont pourtant bien belles. Et ça, moi, ça me fait peur. Je vois les guerres, voilà, il y a de plus en plus de guerres, de plus en plus de conflits, il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de violence. Et bah, moi, ça m'attriste. Ça m'attriste, mais voilà, bien qu'il y ait ça, qu'il se passe ça, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Il faut rester fidèle, il faut tendre la main aux gens qu'on a besoin. Et tracer sa route, et faire son chemin de vie. Et même si on doit passer par des difficultés, dans une société où parfois je me sens déconnecté sur certaines valeurs, pour autant, il ne faut pas abandonner, quoi. Vous avez une belle phrase dans la conclusion du livre, enfin, vous dites que finalement la véritable richesse d'une vie accomplie, elle est dans le fait d'être quelqu'un de bien avant tout, et vous ajoutez qu'il ne s'agit pas de gravir des sommets ou de conquérir le monde, mais de rester droit, loyal, fidèle à ses idéaux, et prêt à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Ouais, parce que je crois fermement qu'on est plus riche de ce que l'on donne que ce que l'on reçoit. Et j'ai encore un exemple parmi tant d'autres, c'est Aidé Thomas, mon copain qui était grièvement blessé, que j'ai rencontré à l'hôpital à Percy. Je me suis rendu compte intérieurement qu'en fait, en l'aidant, je m'aidais moi-même. Et lui aussi, à l'inverse. On est riche surtout de ce que l'on donne et moins de ce que l'on reçoit, clairement. Et ça synthétise un peu ce que vous venez de citer dans mon livre. C'est un peu le conseil, par exemple, que vous pourriez donner à un jeune qui, justement, peut-être dans le monde dont on parlait, qui se sent un peu, qui manque de repères ou qui manque un peu de sens aussi. Ce que vous pourriez lui dire, par exemple? Je lui dirais de sortir un petit peu, suivant le jeune, évidemment. C'est toujours pareil, mais voilà, de sortir sa zone de confort et d'aller aider les autres, de tendre la main, s'il en a les capacités et la possibilité de tendre la main. Parce qu'en faisant ça, il s'aidera lui-même et il va s'enrichir. Et il y a plein de manières d'aider les gens. L'humanitaire, il y a 1000 manières d'aider les gens. Un copain qui va pas bien, le récupérer, prendre le temps de l'écouter.
sans l'assommer de conseils. Il y a mille manières d'aider les gens, mais tendre la main, c'est ultra important. Et alors peut-être pour conclure cet entretien, quel est le message le plus important que vous souhaiteriez que nos auditeurs retiennent? Mon message, il est super simple. Soyez loyaux, courageux et fidèles. Voilà, c'est le message que je vous ferai passer. Merci beaucoup pour votre témoignage, Mayol. Merci beaucoup.